Allez, merci. Bonjour à tout le monde. Donc moi, je suis Jean Pinard, je suis le directeur du Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Donc c'est nous qui organisons la manif qui s'appelle les Convergences, qui va durer jusqu'à mercredi. Et on est super content de vous accueillir parce que ça nous semble important que à ces manifestations professionnelles, vous puissiez assister. Moi, je me souviens d'un événement que j'ai organisé dans une autre vie professionnelle et qui était réservé aux jeunes pour les aider à trouver du boulot. Et à la sortie, quand on demandait aux jeunes est-ce qu'ils sont contents, je me souviens d'un jeune qui m'a sorti 4-5 cartes de visite. Il m'a dit « Ouais, je suis super content parce que j'ai chopé des 0,6 de RH ». Et je trouvais ça, la formule, plutôt intéressante. Donc j'espère que vous allez sortir avec plein de 0,6 de tous les gens que vous allez croiser. Il y a 913 inscrits, donc c'est un record pour cette opération qu'on organise tous les ans ici à la Grande Motte. Donc pour nous, c'est des journées professionnelles. On vient présenter notre plan d'action, on vient rencontrer les professionnels du tourisme. Donc vous faites partie de 913, bien évidemment. Donc j'espère que dans le reste des inscrits, vous allez trouver des gens avec lesquels vous allez pouvoir échanger, qui pour un stage, qui peut-être pour un travail. Il y a environ 35 stands de différents acteurs qui sont présents. Donc c'est fait pour vous, n'hésitez pas, abusez du temps que vous aurez à échanger avec tous les gens qui sont présents ici. Moi, je remercie tous les enseignants qui ont joué le jeu de vous accompagner jusqu'ici. Alors, je ne vais pas citer toutes les universités, mais bon, je sais qu'il y a Béziers, il y a Montpellier, il y a l'Institut Limérac, il y a Caisse Tourisme, il y a l'ISTIA, bien évidemment. Il en manque parce que malheureusement, il y avait aussi des problématiques d'organisation. Mais on recommencera des journées comme celle-ci, peut-être dans d'autres cadres. En tout cas, le cadre des convergences, il est fait pour vous. Nous, ce qui nous intéresse, et puis je ne vais pas être plus long parce qu'il y a plein de manifs en même temps ce jour et à la même heure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le regard des étudiants qui sont formés au métier du tourisme viennent challenger le nôtre, qui par définition, parce qu'on n'a pas le même âge, parce qu'on n'a pas la même expérience, n'est pas forcément le meilleur regard qu'il faudrait pour faire évoluer l'économie touristique telle qu'il faudrait la faire évoluer. Vous savez que l'enjeu du tourisme de demain, c'est quand même de décarboner le tourisme. Donc, c'est de trouver des solutions qui permettent aux touristes d'avoir un peu moins d'empreinte sur l'environnement que nous n'avons aujourd'hui. Et on considère que votre regard, votre expérience, même si elle est moins importante que la nôtre, nous challenge à nous parce qu'on a besoin de ce regard neuf et innovant. C'est pour ça que nous aussi, on cherche des stagiaires. C'est pour ça que la revue Espace fait un magazine dédié aux stages qui sont réalisés par les étudiants. Je pense que vous l'avez eu dans votre petit sac. Et c'est pour ça que le CRT s'intéresse à toutes les formations qui préparent au métier du tourisme, qui sont réalisées en Occitanie. Donc je vous souhaite la bienvenue. Et puis, vous avez le droit de faire la fête aussi ce soir. Je ne sais pas ce qui est prévu, mais ça, c'est ce qui vous organiserez sans nous ce soir. Puis on se retrouvera demain. Mais en tout cas, moi, je viendrai faire les conclusions demain. Et bonne convergence à tous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pierre Torrente, donc de l'Université de Toulouse Jean Jaurès et de l'ISTIA, et je dirige également le campus des métiers du tourisme pyrénéen. Et donc, on m'a chargé de faire l'introduction. Je voulais en profiter, j'espère, au nom de toute la communauté universitaire, étudiants et enseignants et chercheurs, pour remercier quand même très chaleureusement le CRTL et Jean Pinard et toute son équipe, parce que ça vous paraît peut-être évident, puisque nous sommes à la 4e édition, des rencontres universités, écoles et acteurs socio-économiques. Mais j'allais dire, comme ça fait un petit moment que je suis dans ce milieu-là, ça n'a pas toujours été le cas, et pour des raisons d'ailleurs qui peuvent s'expliquer, c'est que la réalité d'une année universitaire et la réalité d'une année touristique et professionnelle n'est pas toujours rythmée de la même façon, et des fois il y avait de la bonne volonté mais on n'y arrivait pas. Mais je pense que là, que ce soit l'ensemble des collègues des universités de la région Occitanie et l'ensemble de l'équipe du CRT, on a dit ce coup-ci on va y arriver, et ça fait 4 ans qu'on y arrive, et ce qui est intéressant c'est que ça fait 4 ans avec des formats différents. Voilà, on le fait évoluer, on écoute ce que vous dites, et on essaye nous aussi d'avoir un regard critique sur ce qu'on fait, on essaye d'améliorer cette relation, parce que j'imagine que vous l'avez en tête, mais la relation université, école et monde socio-économique, c'est-à-dire faire en sorte que le monde de la formation et de la recherche
rencontre le monde économique, c'est une relation extrêmement précieuse. Parce qu'effectivement, l'université, on fait en sorte de former des étudiants pour qu'ils aient un esprit critique, un esprit d'analyse. Et j'allais dire, et je regarde mes collègues, je pense qu'on essaye de faire au mieux et on y arrive un tout petit peu. Mais par contre, on vous forme aussi à aller vers l'emploi. Et si possible, aujourd'hui, on voit bien que le monde a changé. Il faut faire en sorte qu'on vous amène à un emploi qui vous convienne, mais qui vous convienne dans un environnement qui est aussi un environnement favorable pour l'épanouissement personnel. Voilà. Et là, c'est une équation un petit peu complexe. Alors, un peu plus simple dans le monde du tourisme, parce que généralement, les lieux touristiques ne sont pas si désagréables que ça. Je pense qu'il y a des secteurs économiques qui sont ça va être plus compliqués, mais malgré tout, c'est important. Alors, nous, le monde de la formation et de la recherche, on a développé des passerelles possibles et qui sont, je dirais, prises souvent bien balle au bon par les professionnels. C'est tout simplement ce que tout le monde connaît, c'est le stage. D'accord, donc je vais juste les énumérer, je ne vais pas les décrire, mais c'est le stage qui est de plus ou moins longue durée. Et effectivement, comme l'a dit Jean Pinard, les 06 sont assez pratiques, mais là je vais prendre ma casquette d'enseignant, c'est pas le tout d'avoir le 06, il faut avoir quelque chose à mettre dedans, dans le message. Voilà. Donc ça, j'imagine que... Et surtout les 6 derniers numéros, voilà. Bon, donc ça c'est un élément important. On a ensuite, vous le savez tous, les ateliers pédagogiques qui se déroulent tout au long de l'année. Et suite à une commande d'un professionnel d'une structure, qu'elle soit publique ou privée, les étudiants, toute la promo essaye d'y répondre collectivement. On a également, évidemment, pour ceux qui continuent plus loin, on a les bourses de recherche, donc qui permettent, certains sont dans ce domaine-là. Et puis après, on a un pan qui se développe à grande vitesse, c'est tout ce qui concerne l'alternance, et je ne vais pas le développer. Et là, c'est important. Et effectivement, certains sont peut-être déjà avec le statut d'alternant, mais certains vont le chercher pour l'année prochaine. Et je pense que les 4 jours qui sont ici s'inscrivent dans ce registre. Voilà. Donc ça, j'allais dire, c'est pour planter le décor. Ne négligeons pas cette relation et je vous fais confiance pour en profiter à plein. Et nous sommes à votre disposition pour vous aider à créer du réseau, à tisser sur le réseau, j'allais dire, excepté ce soir. Une fois que tout sera fini, on vous laisse seul mettre à bord pour tisser le réseau. Voilà. Alors, quelques mots quand même sur les grands défis du tourisme. Enfin, je veux dire, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais quoique, le changement climatique est là. Voilà, il y a un petit moment qu'il est là, mais maintenant il est venu taper à notre porte et j'ai même l'impression qu'il a entrouvert, voire ouvert complètement la porte, donc on n'a plus le choix. Alors il faut le regarder effectivement au titre de citoyen et de professionnel d'ailleurs, mais il faut le regarder avec toute la bienveillance et prendre les bonnes décisions parce qu'on ne peut pas continuer dans cette logique, sinon on va perdre la partie. On est déjà en train de la perdre, mais il faut aussi le regarder sur le secteur du tourisme comme une source d'opportunités, que ce soit de la diversification d'activités, que ce soit de nouvelles compétences à acquérir, etc. Donc je pense que vous êtes dans une période, vous, et qui allez devenir pour un certain temps, des professionnels du tourisme, à la croisée des chemins. À la fois, vous allez devoir régler un peu les bêtises que l'on a un peu commises, et à la fois vous en servir comme source d'opportunités. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il y a un autre défi qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas se laisser aveugler. Alors, je ne vais pas parler de la pandémie, de toutes les crises économiques, mais on a les crises qui se succèdent et je crains qu'il y en ait encore d'autres. Mais le travail qui est le nôtre, votre travail d'étudiant, et particulier dans vos travaux de recherche, les travaux des chercheurs, c'est de prendre un peu de distance par rapport à tout ça et de s'apercevoir que je n'aime pas ce terme, mais le modèle économique était un petit peu à bout aussi structurellement. C'est-à-dire que ces crises sont venues l'accélérer, mais il ne faut pas s'y méprendre. N'ayons pas une réponse choc à une crise quand c'est, j'allais dire, le système lui-même qui est arrivé en bout. Donc il y a innové, il y a inventé le système de demain. Le CRT a rajouté CRTL. Quand on voit les débats à n'en plus finir, le tourisme est-il des loisirs, les loisirs, faut-il les associer, faut-il ne pas les associer, etc., etc. On voit bien qu'aujourd'hui un pas est franchi et c'est pas dénué de sens dans le contexte actuel. Donc il y a ces défis à relever et on va essayer de les relever pour pas être trop long dans ces 2 journées avec des tables rondes qui vont démarrer de suite.
donc sur la question de la gestion des flux. Et là, chaque animateur de table ronde présentera et introduira ce sujet. Sur les mobilités, tous ces éléments-là vont être débattus, je cite que quelques-unes. Il y a eu également, ce matin, une équipe de recherche, je crois qu'ils sont dans la salle, l'équipe Storem, c'est ça, ou le projet Storem, qui s'est réunie ce matin et qui a présenté une partie de ses travaux, et on en profite pour les saluer. Il y aura aussi des présentations de travaux d'étudiants, donc certains qui sont dans la salle vont plancher entre aujourd'hui et demain. Et puis la nouveauté cette année, c'est qu'on aime bien, quand il y a une journée d'échange, si possible, la plus riche possible, qu'il y ait des synthèses. Et souvent, on prend toujours l'expert pour faire la synthèse. Et là, on va prendre les étudiants qui sont des experts en train de se construire, mais déjà qui ont la capacité à exprimer ce qu'ils ont entendu et à le structurer. Alors j'en profite, puisqu'on m'a demandé de le faire, pour définir un petit peu la règle du jeu de ces synthèses. Il me semble, si mes informations sont bonnes, que vous êtes 4 à produire cette synthèse et vous aurez une dizaine de minutes. Donc on vous laisse faire comme bon vous semble. Par contre, quand on a 10 minutes et qu'on est 4, on n'est pas obligé de parler à 4. Voilà, parce que sinon ça ne fait pas beaucoup de temps chacun. Mais si vous avez envie de parler à 4, vous parlez à 4. S'il n'y en a qu'un qui parle, c'est bien. S'il y en a 2, c'est bien. Vous vous organisez comme vous voulez. Voilà, c'est la règle que l'on pose pour cette synthèse ce soir. Voilà, pour terminer, quelques mots de conclusion. On ne va pas s'excuser, mais quand même, on vient de passer 40 ans où on a un peu massacré la planète. Voilà. Donc, notre génération qui arrivons un peu au bout, je pense qu'on a une responsabilité, c'est de faire au mieux et d'arrêter ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bon, mais ça ne va pas tout régler. Mais je pense que notre responsabilité, c'est de travailler le plus dur possible pour préparer le terrain, pour que vous, votre génération, vous puissiez mettre en œuvre ce qu'il faut pour qu'on ait un monde meilleur. Donc on va être, j'espère, jusqu'à la fin de notre carrière professionnelle, des passeurs un petit peu d'un monde qui a vécu, et on n'est pas là pour le juger, vers un monde que vous avez à inventer. Et la partie ne va pas être aussi simple que ça. Si nous, au moins, on peut préparer les fondations qui vont permettre d'avoir un monde meilleur demain, on va s'y employer et on compte sur vous pour prendre le relais. Voilà. Bonne séance pendant 2 jours. Et bon début des travaux à tous et merci encore le CRT. Ne me laissez pas seul. Il y a de la place pour tout le monde. Incroyable. Pierre, tu as fait la présentation et on n'a pas dépassé. C'est un métier. Bienvenue, merci d'être là pour la première table ronde des rencontres tourisme et université. Une table ronde avec un sujet important, hein, gestion des flux, contraintes ou opportunités. On est dans l'expression des paradoxes qui ont été évoqués dans les discours de Jean Pinard et de Pierre Torrente. C'est-à-dire que voilà, il y a une situation à laquelle il faut faire face, une urgence climatique qui ne peut plus être ignorée. Et pour autant peut-être des opportunités de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus intéressant, de plus vertueux. Donc on en parle beaucoup, voilà, vraiment il se passe quelque chose, il faut être en mesure de réagir très très vite maintenant. Alors beaucoup de personnes autour de la table, hein, l'idée de ces tables rondes, comme toujours dans les rencontres tourisme et université, c'est de croiser les regards, c'est d'avoir un regard croisé entre une vision du terrain, très, très ancré sur la réalité quotidienne, sur les modèles économiques qu'évoquait Pierre, et puis une vision de chercheur aussi qui prend de la hauteur. C'est votre travail, c'est votre métier. Et puis essayer de trouver ce qui pourrait être une voie acceptable pour tout le monde, quelque chose d'opérationnel. C'est l'objectif de ces tables rondes. Tout ce qu'on fait dans le cadre des réunions tourisme et université, c'est pas être justement dans les éthers, mais d'être dans l'opérationnel, dans la réalité du terrain. Comme on est nombreux, je ne vais pas beaucoup parler. Alors je vais vous demander peut-être de vous présenter très rapidement les uns et les autres en quelques mots pour qu'on puisse planter le décor. Et puis après, je distribuerai la parole. J'essaierai de
d'organiser au maximum. On est très nombreux pour une table ronde, mais on a 1h30 à évoquer ce sujet de la gestion des flux. Voilà, pas plus à dire aujourd'hui. Je vous donne la parole. Alors je vais distribuer les rôles. Florian, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Oui, bonjour à tous. Florian Chardon, je suis directeur d'un syndicat mixte dans les Pyrénées-Orientales qui gère le massif du Canigou, la montagne qui domine la plaine du Roussillon et qui fait la frontière également avec la Catalogne Sud. Julie. Bonjour à toutes et tous, donc moi c'est Julie Jam, je suis doctorante à l'Université de Montpellier. Donc je réalise une thèse de doctorat en contre-chiffres à Open Tourism Lab où j'aborde la question de l'acceptabilité sociale de l'innovation touristique. Julia. Bonjour à toutes et tous, moi c'est Julia David, je suis chargée de projet européen à l'Agence des villes et territoires méditerranéens durables et je suis basée à Marseille. Nathalie. Bonjour, je suis Nathalie Sauter, directrice adjointe du parc naturel régional du Haut-Languedoc et je représente l'ensemble des parcs d'Occitanie, les parcs régionaux, nationaux et le parc marin. Cathy. Bonjour à tous, donc moi je suis Cathy Sahuc, je suis cofondatrice de la société Murmuration qui produit des indicateurs environnementaux et des données de flux pour permettre de mieux comprendre finalement l'impact du tourisme sur l'environnement. Gilles. Donc Gilles Ngoala, professeur de marketing à l'Institut Montpellier Management, à l'Université de Montpellier et co-titulaire d'une chaire sur la ville intelligente. Alors vous l'avez compris, hein, des profils très très différents. Pierre Torrente ne se représente pas puisqu'il s'est présenté déjà, mais je ne l'oublie pas, il est là. Et oui, donc des profils très très différents pour évoquer cette question de la gestion des flux sous des angles très très différents. On va parler terrain, on va parler acceptabilité, on va parler sciences comportementales. On va essayer d'aborder cette question-là sous des angles très très différents et qui nous semblent intéressants à partager avec vous. Et on va commencer en partant du terrain justement, avec Florian qui va nous présenter ce qui s'est fait autour du Canigou, avec des petites images. Hein, tu me dis si... Oui, donc effectivement, notre massif du Canigou est une montagne emblématique, à tel point que c'est la montagne sacrée des Catalans. Donc c'est une montagne qui est fortement ancrée dans le cœur des habitants des Pyrénées-Orientales. Et de fait, sa proximité avec la mer, le fait d'être au cœur d'un triangle métropolitain de presque 10 millions d'habitants entre Barcelone, Toulouse et Montpellier, à 2 heures de route, eh bien ça en fait une montagne qui est convoitée et qui est particulièrement visitée. Et donc, dans la logique de développement de la société, de l'économie, des loisirs, etc., le massif du Canigou a suivi la trajectoire et l'enjeu était d'accéder le plus facilement possible au sommet. Et donc, pour cela, il y a eu tout un réseau de pistes qui ont été tracées au cours du siècle dernier et qui, petit à petit, ont généré des flux toujours croissants, toujours plus importants. Et une modalité, le logiciel, pour ainsi dire, de découverte du massif du Canigou, c'était avec la voiture, l'approche et un petit peu de marche pour aller finir le boulot jusque le sommet. Et prendre la photo, bien sûr. Et donc c'est vrai que ça a forcément rapidement interrogé avec le développement exponentiel, l'attractivité qui se développait années 70, années 80, années 90, jusqu'à un point de saturation ou un certain nombre de dysfonctionnements qui ont obligé les acteurs locaux à se réinterroger et à engager une politique de recul de la voiture. Finalement, on a cherché à aller le plus loin possible et puis petit à petit, on a essayé de reculer. Sauf que ça a été beaucoup plus rapide d'ouvrir les pistes que de les fermer et relativement compliqué, certainement plus consensuel d'ouvrir les pistes que de les fermer aussi. Et surtout parce que c'est une situation qui, l'accès facilité en voiture, date des années 1900, de la belle époque. Donc ça faisait quasiment un siècle, même plus d'un siècle, que ces habitudes étaient prises. Et donc quand on a des habitudes, même si
enfin, voilà, elles ne sont pas si anciennes que ça finalement, c'est très difficile de changer. Et de changer d'autant plus que, autant aujourd'hui on a vécu une crise Covid et on prend de pleine face la crise climatique. Donc aujourd'hui on peut s'enorgueillir d'avoir reculé, enfin fermé presque 40 km de pistes sur le massif, d'avoir fait passer le nombre de visiteurs motorisés de plus de 10 000 par saison à quelques centaines aujourd'hui. Et l'altitude moyenne de pénétration des véhicules sur le versant nord du Canigou est passée de presque 2000 mètres à aujourd'hui 950 mètres. Donc on a eu un recul de 1000 mètres du trait moyen de pénétration des véhicules à moteur sur le massif. Et donc c'est vrai que voilà, ça n'a pas été simple. Aujourd'hui, ça nous donne une sorte de nouvelle bouffée d'oxygène pour promouvoir et protéger cette montagne de manière différente et d'engager tout un tas d'actions complémentaires qui s'imposent. Et voilà un petit peu, peut-être mettre les deux slides suivantes. Voilà. Et celle-là est particulièrement significative parce qu'effectivement, quand on n'est pas touriste, le touriste il a bon dos, le touriste il vient de loin, certes il dépense, mais bon, plus vite il part, plus on est content. Mais quand on est local, on ne veut surtout pas être considéré comme touriste quand on est usager. Et dans un territoire comme le nôtre, je veux dire, tous les Catalans le Canigou ont un droit de regard, ont un droit d'usage sur le massif quasiment. Donc c'est vrai que c'était significatif. Effectivement, la dernière avec les la carte et les quelques slides, les quelques données clés qui donnent l'étendue, l'ampleur. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est qu'effectivement on est aujourd'hui dans une situation stable depuis 3 ans. Alors on a eu un combat politique très fort pour faire descendre ce trait. Là vous voyez des dates clés qui nous amènent progressivement à retrouver le plan de circulation de 1903, c'est-à-dire avant la première voiture qui monte là-haut. Et donc ça c'est effectivement. Après, il y a eu aussi un certain nombre de paramètres, peut-être liés aussi au changement climatique que tu évoquais, Pierre, parce qu'on a eu des gros éboulements, et donc il y a une question de risque qui est rentrée dans le jeu. Et puis il y a aussi une question d'argent, parce qu'entretenir 40 km de piste en pleine montagne, je ne vous cache pas que c'est un puits sans fond. Et que dans les débats, en tout cas, c'était quelque chose qui n'était pas entendable pour les gens, de dire hein, quand on veut trouver de l'argent, on le trouve, quoi. Sauf que oui, mais on peut peut-être trouver de l'argent, mais est-ce qu'on veut vraiment trouver de l'argent pour ça? Parce que ça en vaut la chandelle. Voilà. Le jeu en veut la chandelle. Et voilà un petit peu les grands éléments. Et alors oui, la fréquentation après 3 ans, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que le nombre de visiteurs qui foulent le sommet du Canigou n'a pas changé depuis 5 ans. On est entre 25, 28 et 30, 32 000 depuis. Donc c'est une fourchette peut-être un peu large, mais bon, on se donne une marge de manœuvre avec les systèmes de comptage quand même. Mais globalement, on va dire 30 000 personnes au pic sur les 5 dernières années, malgré le fait qu'on a quand même éloigné. Aujourd'hui, pour faire le pic, il faut 6 à 8 heures d'où qu'on parte, là où avant, il fallait 1 heure et demie. Et les nuitées et l'activité économique, on nous prévoyait aussi, on disait vous êtes en train d'assécher complètement, de faire une réserve d'Indiens et de tuer la poule aux odeurs du territoire. Au final, on s'est rendu compte qu'il y a plein d'activités qui se mettent en place. Il y a des loueurs de vélos, il y a des loueurs d'ânes, du portage de bagages. Et les refuges, les refuges, eux, ont une courbe ascendante assez vertigineuse. Le refuge des Cortalais, 4500, 5000 première année Covid, 6000 deuxième année Covid et 7005 cette année. Donc là, c'est des chiffres historiques qui sont cassés, qui sont battus chaque année et qui montrent en tout cas qu'il y a quand même un attrait toujours. Et dernier point, et je laisse la parole, je sais qu'on est nombreux, c'est dire qu'effectivement, vous allez me dire, oui, mais il y a peut-être plus de monde encore aujourd'hui qu'avant, donc au final, est-ce que pour l'environnement, pour le site, c'est une avancée? Bon, déjà, il y a moins de pollution, ça c'est le premier point. Le public qui est en montagne est plus sensibilisé, on a beaucoup moins de problématiques liées à la gestion de déchets, par exemple, ce genre de choses. Et troisième aspect, c'est qu'en fait, en éloignant les points de départ et en les multipliant, c'est-à-dire qu'on a 8 points de départ, aujourd'hui 8 portes de site qui permettent d'accéder au pic, eh bien, on se rend compte qu'on étale
dans l'espace et dans le temps et sur ces différents itinéraires un flux qui était avant polarisé sur 2 endroits. Donc on peut quasiment dire qu'avec cette nouvelle organisation du massif, la capacité de charge du massif a été augmentée en fait. Et l'impact a été minimisé. Évidemment, il faudra l'objectiver. C'est un travail qu'il faut qu'on s'attelle à produire dans les années qui viennent. Mais en tout cas, les premiers retours, et 3 ans, on considère que ça commence à devenir un peu sérieux quand même, bien, on se rend compte qu'il y a un équilibre nouveau qui a été trouvé sur le massif. Voilà. Merci Florian. On voit que c'est très, très emblématique de la problématique qu'on évoque aujourd'hui, c'est-à-dire que on part d'une contrainte et on découvre des opportunités autour de cette contrainte, mais entre les deux, il y a tout un travail politique, un travail culturel, un travail d'appropriation. Donc ça nous amène forcément à parler d'acceptabilité, de comportement. Et c'est pour ça que j'aimerais donner la parole à Julie, qui va aussi nous indiquer, nous éclairer sur quelques définitions, parce qu'on parle de surtourisme. C'est quoi le surtourisme ? Effectivement, donc déjà peut-être partir d'un constat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on parle gestion de flux, on a tendance à mettre la focale sur le surtourisme. Or il ne faut pas oublier qu'il y a un grand nombre aussi de destinations qui sont confrontées à une situation de sous-fréquentation. Toutefois, il ne faut pas les voir comme 2 termes antinomiques, c'est-à-dire que c'est 2 revers d'une même médaille. C'est-à-dire que toutes 2, elles traduisent 2 cas extrêmes qui induisent un certain nombre de défis, de problématiques au territoire, et qui génère également donc des équilibres au niveau de l'économie touristique mondiale. Pour ce qui est des éléments de définition, donc le surtourisme, en tout cas sous le prisme de la recherche, il y a 2 manières de l'appréhender. Donc une manière plus quantitative, objective, qui va reposer donc sur une capacité d'accueil, c'est-à-dire une capacité de charge d'une destination, c'est-à-dire que l'ajout d'une unité sociale entraîne une situation de saturation au niveau de la destination. Et il y a une définition plus subjective, donc qualitative, qui va reposer donc sur les perceptions individuelles et collectives, c'est-à-dire que là, il y a une perception de saturation. Donc ça entraîne des réponses premièrement émotionnelles, donc des sentiments d'intrusion, d'oppression, d'agacement, qui peuvent aussi se traduire par des réponses comportementales, donc des manifestations, et d'ailleurs on a vu la montée en puissance du terme tourismophobie. Et je veux rappeler quand même que ça, c'est pas, cette situation d'agacement, c'est pas que de l'ordre de la relation duale touriste versus résident, c'est-à-dire que les touristes entre eux peuvent parfaitement aussi avoir du mal à se côtoyer. Pour ce qui est du sous-tourisme, du coup, ça, c'est une destination qui est par définition sous-fréquentée, c'est-à-dire qu'elle accueille peu, voire pas du tout, de touristes. Comment on explique ça ? Donc, il y a plusieurs sources d'explication. En réalité, ça peut être parce que la destination, elle a des problèmes au niveau de son infrastructure, c'est-à-dire que l'offre de mobilité, elle n'est pas suffisamment étayée sur le territoire, et donc ça pose nécessairement des questions d'accessibilité. Deuxièmement, c'est parce qu'il peut y avoir une stratégie marketing qui est sous-optimale, ou en tout cas, si elle existe, elle se noie dans un flux d'informations. Et troisièmement, ça peut être aussi parce que la destination, elle est associée, il y a une image qui est ternie, son image est ternie, soit parce qu'elle est associée à des maladies infectieuses, des crises économiques, sociales, environnementales, ou alors des catastrophes naturelles, par exemple. Donc voilà pour les éléments de définition. Merci beaucoup. C'est très éclairant parce qu'effectivement, il faut envisager la question sous tous ses angles, y compris celle du sous-tourisme qui pose aussi d'autres problématiques et on n'en parle pas souvent. Et c'est une réalité pour une région comme l'Occitanie. Il y a aussi des territoires qui nécessiteraient sans doute, qui auraient une potentialité de développement touristique qui est sous-exploitée. Mais on voit bien que quand on parle de surtourisme, quand on parle de réaction, de manifestation, ça pose la question des comportements, des sciences comportementales. Et puis, c'est un sujet qu'on n'évoque pas tout le temps, pas toujours, pas souvent, pas suffisamment. Je vais y arriver. Donc, j'aimerais bien que Julia nous éclaire un peu aussi sur ce sujet-là, parce que c'est très intéressant. On l'a vu, je ne sais pas qui était dans la salle, peut-être certains d'entre vous étaient aux universités du tourisme durable il y a une semaine maintenant. Et c'est vrai que les sciences comportementales, quand on parle d'acceptation, quand on parle de manifestation, d'agacement, il y a des choses qu'on ne veut pas regarder, qu'on ne veut pas comprendre, qu'on ne veut pas voir. Et donc, c'est très intéressant de se poser ces questions-là. Julia. Oui, en effet, c'est une dimension qui est un peu relativement inexplorée pour l'instant, même si elle imprègne l'expérience d'un touriste, la dimension de son comportement. Lorsqu'on voyage, on est constamment en train de prendre des décisions. Où aller, à quel moment, si je prends la voiture, si je la laisse et je prends le bus ou si je me déplace à pied. Les humains prennent des décisions tout le temps
Et il y a des dynamiques qui se passent dans notre cerveau lorsque nous prenons ces décisions. Et connaître ces dynamiques, c'est aussi mieux comprendre comment ces décisions se passent et donc comment on peut potentiellement les influencer afin de promouvoir un comportement plus vertueux et pour toujours un peu dans cette même problématique de durabilité. Effectivement, les sciences comportementales, c'est un terme qui désigne un peu toute une sphère d'études qui vont étudier la manière dont l'humain prend les décisions. Il commence à y avoir maintenant une application dans des domaines des politiques publiques, des programmes, des services aux citoyens, pour améliorer donc ces politiques, ces programmes et ces services en s'appuyant sur ce qu'on appelle des biais cognitifs, donc des sortes de raccourcis de nos cerveaux qui nous poussent à du coup agir d'une certaine manière ou d'une autre. À la Vitem, nous, on est une agence de coopération. Donc, notre manière de travailler sur ces thématiques-là, c'est donc nous, on travaille sur des projets sur le tourisme et on a décidé il y a quelques années d'explorer cette application des sciences comportementales à travers des projets de coopération où du coup, on va mettre autour de la table des universitaires, des experts en sciences comportementales, des gens du terrain qui doivent gérer des destinations, des personnes issues du domaine de la formation. À travers des projets, on va essayer de produire de la connaissance et la rendre accessible. C'est ce qu'on essaye de faire avec les projets que vous voyez à l'écran. On a actuellement 2 projets européens, Erasmus, qui vont nous permettre de développer, on est en train de développer en ce moment, pendant ces mois-ci, une méthodologie de formation à destination des gestionnaires d'une destination, mais aussi des futurs gestionnaires. Donc ça s'adresse aussi à vous, étudiants et étudiantes, pour être plus capable de comprendre mieux le cerveau humain, sans devenir évidemment un PhD en sciences du comportement, c'est parce que ce n'est pas le but, mais pour avoir quelques clés supplémentaires, quelques cordes supplémentaires à notre arc, avoir quelques notions basiques sur le fonctionnement du cerveau, comment on prend des décisions et comment ça peut s'appliquer, cette connaissance, lorsque je dois améliorer la gestion d'une destination et aussi la gestion des flux. Lorsqu'on parle de flux, évidemment, il y a plein de dimensions comportementales qui rentrent en jeu. Dans le cadre du projet donc, BEST, que vous voyez aussi, on développe une communauté de pratiques autour de ça. Donc l'idée, c'est toujours celle d'assembler les personnes qui s'intéressent à la thématique. On était très contents de voir la semaine dernière qu'il y avait donc une intervention sur les sciences comportementales aux universités du tourisme durable. Donc ça commence à entrer dans le débat. Je ne rentre pas dans les détails parce que je vous tease demain à 15h30, il me semble, ou 15h. Je vais faire un atelier dédié entièrement à l'application des sciences comportementales au tourisme. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez venir. Et même si vous savez quoi faire, maintenant vous savez quoi faire. Et peut-être qu'il y a une slide supplémentaire où, en fait, je vais vous anticiper. Dans le cadre du projet BEST, je vous disais, l'idée, c'est créer une communauté de pratique, mais aussi partager la connaissance. On a la chance d'avoir parmi les partenaires une des chercheuses qui est parmi les premières à avoir commencé à travailler sur l'approche comportementale au tourisme, qui va donner un webinaire le 17 novembre, où en fait on va explorer quels sont les défis du tourisme aujourd'hui, on les a un peu évoqués. Et elle va donner plein d'exemples très pratiques de son travail sur l'application donc de l'approche comportementale à ces défis-là. N'hésitez pas donc à vous inscrire, ça va être en anglais, mais il y aura une traduction simultanée en français. Et je vais peut-être revenir sur les autres éléments plus tard. Oui, parce qu'après, c'est plus sur le projet Rig Data, mais je vais vous en parler. On voit à quel point c'est intéressant de s'intéresser aux sciences comportementales, puisque quand on va parler de gestion des flux, on va se poser la question, confronté à un problème de surtourisme, est-ce qu'on interdit? Est-ce qu'on réglemente? Est-ce qu'on réoriente les flux d'une manière plus marketing, plus marketée? Donc évidemment, ce grand absent de la réflexion collective qu'est la science comportementale a toute sa place sur ces sujets-là.
On va revenir sur le terrain et j'aimerais bien que Nathalie, avec l'exemple des parcs, parce que quand on parle de surfréquentation, quand on parle d'espaces fragiles, d'espaces qui doivent être protégés, on pense naturellement aux parcs. Et que font les parcs justement pour s'intéresser à ces sujets-là, trouver des solutions? Oui, alors déjà peut-être en quelques mots, pourquoi les parcs se sont emparés de ce sujet-là? D'abord parce que nous ne sommes pas une structure qui a des compétences, mais nous nous saisissons de sujets, et les parcs se sont saisis du sujet du tourisme, à la demande des élus qui composent la gouvernance des parcs. Et on a constaté que sur les territoires de parcs, qui sont des espaces naturels, il y a déjà la fragilité des écosystèmes, et en même temps une certaine richesse, et qu'il fallait essayer de préserver cela, notamment face au tourisme et à la pratique d'activités. Chez nous, c'est surtout les activités de pleine nature qui sont concernées par le surtourisme, enfin même si ce mot peut-être c'est plus des pics de fréquentation, je dirais, à certains moments de l'année. Donc c'est la confrontation de ces usages pouvait créer un certain nombre de dysfonctionnements, que ça soit entre les pratiquants eux-mêmes, puisqu'on a eu parfois des luttes, on va dire, pour le partage de chemin entre le vététiste, le marcheur, entre le cavalier, entre celui qui veut aller faire de l'escalade et qui arrive et qui se ferait un chemin totalement en illégalité par rapport à ce qui existe parce qu'il préfère aller sur telle paroi plutôt qu'à telle autre. Voilà, donc tout ça, ça nous a demandé de réfléchir, de nous poser. Il y a également, je voulais aussi dire en termes de conséquences, c'est aussi la question de la sécurité, parce que, par exemple, un parking sauvage avec des voitures qui sont garées un peu n'importe quoi, ça peut vraiment mettre en péril les services de secours qui doivent intervenir sur un lieu, que ce soit par exemple à l'occasion d'un incendie ou alors pour aller un sauvetage tout simplement. Donc on a eu le cas, nous, cet été, là, sur le parc. Voilà, donc c'est vraiment des situations qui sont dommageables, qui aussi mettent en péril du moins agacent, et on l'a déjà dit donc au début de cette table ronde, les habitants qui sont de plus en plus, j'allais dire, bienveillants vis-à-vis des touristes et qui manifestent même complètement une certaine forme d'hostilité. Donc comment on s'est saisi, nous, les parcs, de cette question-là? Donc déjà, le parc, c'est un formidable lieu de débat et de concertation, parce que pour prendre des mesures face à la surfréquentation, ou du moins à la gestion des flux, il faut être plusieurs, parce qu'on est plusieurs concernés. C'est à la fois les collectivités, les communes, les communautés de communes, donc les structures publiques, c'est les gestionnaires aussi de sites naturels, comme par exemple l'ONF, qui peut être un gestionnaire. Il va y avoir aussi les comités de randonnée, de pêche, enfin voilà. Donc nous, parc, on a cette capacité de mettre autour de la table tous ces acteurs et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'améliorer la situation. Donc après, on dispose d'un arsenal d'outils que l'on peut mobiliser. Là, vous voyez par exemple à l'écran, c'est un exemple de communication engageante qui a été mis en place par le Parc des Pyrénées catalanes. Donc ça reprend un peu les refrains de chansons connues, que la montagne est belle, vous voyez. Donc ça délivre un certain nombre de messages, que ce soit des messages, levez le pied par rapport à la conduite, tenez votre chien en laisse, ne déplacez pas les animaux, les fleurs, ne cueillez pas les fleurs, enfin voilà. Tout un tas de petits conseils, mais qui sont donnés de façon un peu humoristique et en même temps un peu pédagogique. Donc on a ça c'est de la communication. Les parcs ont ensuite développé un réseau de gardes pour certains d'entre eux. Donc des gardes qui ont un peu ce rôle de médiateur sur le terrain, qui peuvent aller sur les sites à enjeu, qui connaissent de fortes fréquentations et qui sont là pour s'entretenir, venir à la rencontre des touristes pour leur prodiguer des conseils, leur dire de faire attention, de ne pas divaguer des chemins, de ne pas cueillir les fleurs, de ne pas déranger les animaux. Donc ça, c'est un petit peu le plus concret. Alors, en Occitanie, on n'a pas l'exemple que vous connaissez sans doute tous, qui a eu cet été, qui a fait pas mal de bruit parce que c'était quand même une grande première avec l'accès sur réservation d'une calanque. Donc, ça a été mené par le Parc naturel national des Calanques. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez extrême, mais qui a bien fonctionné. Les gens ont bien accueilli ce dispositif. Donc, il s'agissait de s'inscrire et ensuite, on pouvait accéder à la calanque
Donc, moyennant, c'était totalement gratuit, donc c'était uniquement une simple inscription. Et ça a bien marché, tellement bien qu'en fait, les gens qui n'avaient pas totalement compris le dispositif ont un petit peu délaissé les calanques parce que trouvaient que c'était un peu compliqué de s'inscrire. Donc, en fait, il y a eu un double effet qui était à la fois sur le site, parce qu'il n'y avait qu'une seule calanque qui était concernée, mais l'ensemble des calanques a été impacté parce que les gens, finalement, se sont dit, ça a mis aussi un coup de projecteur sur la situation des calanques et se dire finalement est-ce que c'est peut-être pas cette année qu'il faut que j'aille dans les calanques, il y a trop de monde, ou je vais y aller à un autre moment de l'année ou en semaine, enfin bref. Donc ça c'est un impact aussi tout à fait mesurable, mais c'est pas en Occitanie. Nous, ce que nous faisons Parc aussi, c'est que nous essayons de travailler sur la connaissance et notamment la mesure des impacts sur les milieux naturels par le tourisme. On est certains d'entre nous gestionnaires de zones Natura 2000. Et là-dessus, et notamment c'est le cas des Pyrénées ariégeoises, qui travaillent sur mesure d'impact pour essayer d'apprécier la capacité de charge maximale d'un site naturel. Bon, c'est peut-être un peu compliqué, mais en tous les cas, savoir à quel moment le site ne peut plus accepter de personnes. Sous couvert, sinon il va y avoir vraiment une mise en péril de la quiétude des lieux et donc du coup une perte d'attractivité pour ce site. On a également aussi parfois des rôles de conseil auprès des collectivités qui souhaitent aménager, je prends l'exemple d'un site d'escalade ou une via ferrata. Donc potentiellement il y a du flux, on va amener du flux sur un certain endroit, sur une falaise par exemple. Donc on peut, avec les chargés de mission qui sont dans les parcs et qui sont des experts de la faune et de la flore, eh bien donner des conseils sur par exemple soit des horaires d'ouverture et de fréquentation qu'il faudrait mieux respecter, peut-être que l'après-midi ou pas en soirée, parce que voilà, il y a des habitudes d'un certain type d'espèces, ou même totalement, et ça a été le cas notamment dans le parc des Grands Cosses, la fermeture de la via ferrata, donc pendant une période de l'année, parce qu'il y avait de la nidification de rapaces sur la paroi. Donc voilà un petit peu brosser rapidement ce que les parcs peuvent faire. C'est à la fois de l'accompagnement aux collectivités et à la fois aussi du travail de sensibilisation, voilà, comme vous voyez à l'écran. On voit qu'il y a un savant dosage entre réglementation, interdiction parfois, acculturation, communication, donc c'est assez déterminant. Et puis aussi cette question de la capacité de charge, effectivement, comment on la mesure, comment on peut être certain qu'à un moment on bascule du côté obscur de l'environnement. Enfin, on a des outils qui commencent à émerger pour pouvoir s'intéresser à la capacité de charge. On essaie de se doter de ces outils-là. Il y en a un qui est intéressant à explorer, c'est tout ce qui nous regarde de là-haut, et on sait qu'il y a beaucoup de choses. Donc, est-ce que, Cathy, les satellites, toutes les images satellitaires, toute l'information qui transite par les satellites peut nous apporter des éléments de réponse à ces questions-là, de la mesure et puis de cette fameuse capacité de charge, de la connaissance? Alors effectivement, on a à notre disposition un ensemble de données extrêmement riches, en fait, qui nous viennent des satellites, qui vont au-delà des images, hein, ce sont vraiment des données. Si on parle de la météo, par exemple, c'est vraiment des données atmosphériques. Mais grâce à ces données-là et ces satellites, et au programme européen Copernicus, on a la capacité de mesurer à peu près toutes les composantes environnementales, comme tout ce qui est polluant de l'air, tout ce qui est qualité de l'eau, tout ce qui est biodiversité, santé de la végétation, urbanisation. Et donc, grâce à ces données-là, on va être maintenant en mesure de vraiment définir quelle est la capacité de charge environnementale d'un territoire. Et ce qui est très intéressant dans les témoignages qu'il y a eu juste avant, en fait, c'est effectivement de pouvoir mesurer l'impact de leur action, de leur politique publique sur l'environnement. Est-ce que finalement la santé de la végétation s'est améliorée une fois que la calanque a été fermée? Est-ce que le quota qui a été décidé pour cette calanque, est-ce qu'il était suffisant ou pas? J'aime bien faire un parallèle finalement avec un budget économique. Quand vous gérez votre budget tous les mois, vous savez quelle est la limite de ce budget, vous savez qu'est-ce que vous dépensez dans vêtements, restauration,
en nourriture, voilà, transport, etc. Et vous savez très bien quand est-ce que vous allez arriver à cette limite. Donc, si on veut vraiment gérer au mieux les flux touristiques et gérer l'impact de ces flux sur l'environnement, mieux les répartir, sensibiliser les personnes, il va falloir avoir des données pour ça et des données qui permettent de définir le budget et de définir la consommation de chacun des axes du transport, des hébergements en fait, qui sont maintenant plus uniquement des hôtels, mais qui sont des hébergements qui sont répartis partout sur le territoire avec Airbnb par exemple. Donc voilà, l'intérêt de ces données-là, c'est vraiment de mesurer les limites environnementales d'un territoire. Parce que c'est vrai que souvent, vous avez tous entendu parler effectivement des règlements climatiques, changements climatiques, mais plus largement peut-être moins des 7 limites planétaires. Donc on parle vraiment de limites, ce qui veut dire qu'on prend conscience petit à petit que les ressources de la planète sont limitées, d'où l'intérêt vraiment de les mesurer pour ne pas les dépasser déjà. Et les données satellites permettent de faire ça et partout sur la planète, on a ces données-là. Voilà. Donc on n'a plus d'excuses. On n'a aucune excuse. Je crois qu'on a la chance d'avoir des invités parmi nous de l'organisation Storem. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais j'ai entendu dire que Matteo Bellinzas ou Lisa Preciani, excusez-moi si j'écorche vos noms, ou Janice Cumberbatch sont présents. Peut-être ce serait intéressant d'avoir un témoignage de leur part sur ces sujets-là, parce que je sais que nous avons affaire à des spécialistes de management et de planification du tourisme dans les zones de conflit. On est en limite du sujet, mais on est quand même dans un sujet très intéressant, où les politiques de développement touristique dans le contexte des évolutions climatiques et des catastrophes associées. Donc, si vous êtes d'accord, je vous amène un micro et une petite intervention. Avec grand plaisir, j'arrive. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis la project manager du projet Erasmus+ Storem. C'est un projet de renforcement des capacités pour les universités dans le secteur du tourisme, des changements climatiques, de l'environnement en général. On est ici avec une délégation méditerranéenne et des Caraïbes. On a ici invité des pays de la Colombie, des universités de la Colombie, du Costa Rica et des Barbades. Et après, on a la Sardaigne avec l'université de Cagliari et Montpellier, Paul Valéry. Un petit, comment on dit, remarque. Oui, ici, on ne parle pas français, c'est que moi, parce que j'habite en France. Et alors, on a besoin un peu d'une traduction en anglais, parce que sinon, on va vraiment être hors contexte. On est très content de pouvoir contribuer et participer à cette table ronde, mais si on peut faire l'effort de traduire, ça serait bien, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Désolée. Je vais vous passer notre collègue des Caraïbes, Janice Cumberbatch, des Barbades, qui va se présenter. Merci. Okay. Anyone here speaks English? A little? Okay. And great. Okay. So we're going to do this together. Thank you. My French is very, very petit peu. Son français est très, très bon. This is going to go so well. Parfaitement bien, pas de souci. So I'm from Barbados. So she's from Barbados. Bon, c'est en anglais là. Elle vient de Barbados. Oh, c'est un peu plus facile. Merci. One of the small island developing states, and the majority of our tourism is located in the low-lying coastal area. La plupart du tourisme à Barbados, ça se trouve en fait dans les pays en bas de Barbados. Donc, and so we have been trying to deal with the troublesome issue of climate change for some time now. Et il y a un gros effort pour travailler sur tout ce qui est changement climatique, parce que dans ces pays en bas, on voit que l'océan est en train de monter. Il y a des soucis, mais on travaille beaucoup.
Obviously, we will use infrastructural solutions. Sometimes we will build walls or boardwalks. Ils ont tenté d'utiliser certaines manières d'éviter l'éveil de l'océan. Donc, ils ont installé des barrières ou certaines autres infrastructures. But that is not always an easy thing because there are people who live on the coastline who don't want those structures. C'est pas le plus facile parce qu'il y a des habitants qui vivent sur les côtes et ils ne veulent pas vivre avec ces infrastructures qui sont parfois. So one of our major challenges is how to integrate stakeholders, coastal people, communities into the discussion on how to adapt to climate change. Donc, ils ont basé leur effort sur l'intégration des avis des résidents et des locaux dans leur combat contre le chauffement climatique. Obviously, mapping of the areas, GIS and other such spatial options are important because if we know what resources and infrastructure we have on the coastline, we are better able to plan. Il y a un grand effort aussi sur gros effort aussi sur la cartographie et de mettre pour savoir qu'est-ce qui est exactement sur tout le territoire pour qu'ils puissent mettre en place des efforts plus concis et plus intéressants. But one of the challenges we have is that we don't have good data. We do not have good spatial data. Une des grosses difficultés, c'est que cette data, ces données n'existent pas en ce moment. So at this time, we're trying to do a lot of things at the same time. On essaie de faire plusieurs choses tout en même temps. We're trying to engage the stakeholders. On veut faire venir les stakeholders, les résidents. We're trying to find the financial and technical resources to do our spatial mapping. Il faut trouver aussi toutes les ressources techniques pour faire cette cartographie. And we're trying to integrate all of this at the same time as this climate change problem is becoming more acute. Donc on fait tous ces pôles en même temps pendant nos efforts, car les effets de changement climatique se montrent de plus en plus. And of course, the issue is that we have to keep protecting our tourism product because that's how we make our income. Et il faut vraiment faire un effort pour protéger le domaine du tourisme parce que c'est le domaine qui fait tourner le plus d'argent dans cet endroit. So COVID created a problem for us because of course tourism fell off. Le Covid a eu un gros effet et ça a créé des problèmes parce qu'il n'y a plus de tourisme pendant cette période. And that just complicated the situation. Et ça a aussi fait dommage à cette situation aussi parce que sans les touristes, il n'y a pas l'argent pour faire tout ce qu'il faut pour faire venir les touristes. So our biggest issue now is the fact that people are going to try to do a lot more tourism products on the coast. Donc maintenant, il y a des personnes qui aimeraient bien installer plus de projets sur les côtes. And complicate the situation even more. Et ça va compliquer la situation encore plus. So it's an interesting area of study. C'est très intéressant ce domaine. And if you are all tourism students and you have an interest in looking at climate change and tourism in an area where it's difficult, Donc, quand vous êtes tous des étudiants et étudiantes de tourisme, ça devrait vous intéresser aussi, peut-être your professor Dominique knows where to find me. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez parler avec Dominique Rosa, qui est professeur à l'UNMI de l'Université Paul Valéry III et qui se trouve juste là-bas. I'm at the University of the West Indies in Barbados. Elle travaille à l'Université des West Indies à Barbados. Merci. Très bien. Merci Janice. Et maintenant, c'est le témoignage d'un collègue de la Colombie, qui est le directeur du nouveau master en tourisme qu'on a développé dans le cadre de ce projet STOREM. Merci. Hola, hola. Bon, par contre, moi, je parle français, un français un peu caribéen, un peu colombien. J'ai fait mes études en France. Et on est très content d'être là, donc on remercie toute l'organisation STOREM. Mais on voulait d'abord vous demander, vous connaissez la Colombie ? À part d'Escobar et toute cette histoire pas très cool pour nous.
Bon, c'est un pays magnifique et on est venu, on est 6 de la Colombie qui est là en train de parler et de vous raconter qu'on est en train de créer des liens avec les nouveaux masters qu'on a créés en tourisme durable et dans les Caraïbes colombiens. On vient d'une ville qui s'appelle Santa Marta. Santa Marta, c'est la ville la plus ancienne de l'Amérique latine. C'est la porte d'entrée de la colonisation espagnole. Donc, on vous invite à tous à nous suivre, Université del Magdalena, parce qu'on fait des échanges assez importants. On est avec les directeurs du bureau des relations internationales. Et juste vous raconter qu'on est ici un groupe de personnes qui, avec un programme qui a été créé par l'Union européenne, ont monté 2 masters en Amérique latine. L'objectif, c'est de développer cette regarde que, par exemple, vous savez plus développer sur le tourisme durable et dans des pays comme la Colombie, Barbados, Costa Rica et los 3 países son Costa Rica, Barbados et Francia et Italie, la France et l'Italie. Donc c'est important pour nous parce que c'était des pays qui ne sont pas développés, qui sont en développement et on est venu ici vous entendre. C'est pour ça que pour nous c'est très important d'entendre tout ce que vous faites parce que ça va nous servir pour après aller dans notre pays et essayer de transmettre les messages et surtout de transmettre les savoir-faire, que c'est très important pour nous, même si après quand on le passe à l'action, c'est différent parce qu'on est des pays différents. Donc on voulait juste mettre en contexte, que vous sachiez qu'il existe une ville magnifique qui s'appelle Santa Marta, que si vous voulez faire des échanges avec nos universités, vous êtes bienvenus. On a un grand master en tourisme durable. Et voilà, merci beaucoup. Merci, super. Heureusement, on a quelqu'un qui parle français, on n'est pas obligé à faire la traduction tous les temps. Et maintenant, c'est le moment de UPD, Unidad Planificación y Desarrollo, c'est un partenaire du projet STOREM. Ce n'est pas une université, c'est une société, un acteur très actif à niveau local qui fait les liens entre l'université et les communautés vulnérables, les communautés marginales. C'est-à-dire, il travaille beaucoup pour l'inclusion de ce qu'on appelle IDPs, Internal Displaced People. Je laisse la parole à Matteo qui va faire l'intervention en anglais. Et bon, là, il faut avoir une traduction. Merci. Hello, everybody. Thank you very much. And so, we are the Development and Planning Unit. Bonjour tout le monde. We are the Development and Planning Unit, which is a cooperation agency. On est une unité de développement et d'organisation qui est une agence. So what we do, we work to connect European institutions to Latin American institutions. Alors, nous travaillons pour connecter des institutions européennes et sud-américaines. Yeah, in different themes. One of those themes is to help vulnerable population and conflict-affected communities. Nous travaillons donc dans des thématiques différentes. One is to help vulnerable communities. Une chose est aider, aider les populations vulnérables. And conflict-affected communities also. Et les communautés qui sont affectées oui, par les conflits d'armées en Colombie. So, regarding tourism, we normally use tourism also to help those communities. On utilise aussi le tourisme pour aider dans ce sens. Yeah, why? Because we work in rural environment, in places very far away, very remote areas. Pourquoi? Parce qu'on travaille aussi dans des régions très enclavées. Yes, and in those communities, apart being affected by the conflict, they do have also problems of poverty. Parce que ces communautés, à part d'être isolées, ils ont aussi de gros problèmes de pauvreté. Yeah. And all those problems are related each others. Et tous ces problèmes sont interliés entre eux. Yeah. So we have to find new ways to protect the environment and also to solve the conflict and also to find a way
to empower these people? Alors, on est donc là pour essayer d'aider ces populations pour trouver des solutions par rapport aux problèmes d'environnement et renforcer la capacité de ces populations. Yeah, well, so we developed those programs which are called multidimensional programs. Alors, nous essayons de développer un programme qui est multidimensionnel. Yeah, when we have to take everything into account. Où on essaie d'intégrer tous ces problèmes tous ensemble. Yeah. So, with the help of those universities, we are helping those people connecting the capacities that we are building with those universities in the ground. Alors, nous essayons d'interagir tous ensemble avec toutes ces universités sur le terrain. Yeah, so, an objective and a result of this project is finally finding new ways to create new tourism destinations that will help those people for their living. Alors, la finalité ou l'objectif de ce programme est aussi de trouver donc de nouvelles procédés et aussi une destination to help their living, pour aider donc ces populations à vivre avec et à trouver des moyens de survivre avec cette destination. Merci Matteo. Merci pour nous avoir accueillis ici. Cela, c'est un des dernières rencontres de renforcement des capacités dans le cadre du projet STOREM. Et pour nous, c'est vraiment très important d'être ici pour voir comment vous travaillez bien et vous faites la liaison entre les universités et les possibilités, la professionnalisation dans les secteurs touristiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Thank you, gracias, merci en tout cas. Ça montre bien que cette problématique, elle est partagée par le monde entier. En fait, donc, on est sur une table ronde internationale. On a changé de dimension d'un seul coup, donc ça nous fait plaisir. J'aimerais bien que Gilles, par exemple, fasse une première conclusion avant qu'on relance les échanges, parce que là, il s'est dit beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses se sont partagées, des choses très intéressantes. Ton regard sur tout ce qui s'est dit? Mon regard, ouais. J'ai combien de temps? Oui, donc, bon, je dirais que déjà, première remarque, le tourisme durable, on en parle depuis quand même très longtemps. Ça fait peut-être 40 ans qu'on en parle, avec toujours une difficulté de déterminer le périmètre de ce qu'est le tourisme durable. Et puis aussi, ne pas oublier que le tourisme durable, ce n'est pas uniquement l'écologie et le respect de l'environnement, mais c'est aussi l'économie, c'est aussi le social. Parce que le tourisme fait intervenir différentes parties prenantes qui sont très nombreuses. Il y a les touristes, certes, mais il y a aussi les habitants, il y a aussi tous les professionnels du tourisme, il y a donc un grand nombre d'acteurs. Et donc, on ne gère pas le tourisme comme on gère n'importe quelle activité. Par rapport finalement à ce que l'on voit par exemple sur le slide, là, on voit bien que la question qui se posait au départ, c'était une question quand même de responsabilité. Donc on essayait de responsabiliser les touristes dans leurs pratiques quotidiennes. On veut maintenant les responsabiliser dans leur choix de destination, dans leur choix de mobilité. Et donc il y avait un implicite dans ces stratégies qui était l'implicite quand même de la liberté. À partir du moment où on est libre, eh bien, on doit faire preuve d'un certain nombre de responsabilités par rapport à la liberté qui nous incombe. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui dans le changement, alors c'est lié aussi peut-être à l'urgence climatique, il y a une volonté quand même d'aller plus vite, de contraindre aussi, quelquefois, d'empêcher, de pousser les gens à s'inscrire pour aller visiter les calanques, si on suit le programme qui a été présenté, à empêcher les gens d'aller au-delà de 800 mètres.
sauf à vouloir faire 6 à 8 heures de marche. Mais, et donc c'est intéressant de voir que le niveau global de fréquentation n'est pas trop affecté, mais là où j'aurais un certain nombre d'interrogations, c'est qui monte en fait, hein, et est-ce que finalement on est tous à égalité lorsqu'il s'agit de faire 6 à 8 heures de marche pour aller au sommet du Canigou ou pour aller faire du tourisme de pleine nature. Et donc il y a plein de questions qui se posent finalement sur la liberté qu'on laisse. Et probablement que le tourisme a toujours été l'un des espaces de liberté les plus importants pour les gens, en particulier en France, où quand même, lorsqu'on part en vacances, on a envie d'être libre, d'aller où on veut, comme on veut, et de prendre le temps que l'on souhaite pour exercer ses activités et avoir du plaisir. Et donc, dans la thématique de la gestion des flux touristiques, il y a l'idée quand même de la gestion, du contrôle. Et donc, la question qui se pose, c'est jusqu'où faut-il aller dans le contrôle ? Et quel doit être l'espace de liberté laissé à chacun. Probablement que ce qui est en train de se passer, notamment sur les zones à faible émission dans les centres-villes, où on voit quand même un refus quand même assez fort d'une partie de la population par rapport à ces contraintes qui sont posées aujourd'hui, doit quand même nous éclairer sur la nécessité d'accompagner le changement. Donc on sait où on veut aller, mais la question c'est comment on y va. J'ai compris avec Florian que ça n'a pas été un chemin facile, hein, n'est-ce pas? Il ne nous dit pas tout, mais je crois qu'avant de faire accepter ça par les élus, les professionnels et par tous ceux qui vivent de la montagne, effectivement, et qui vivent la montagne, parce que la montagne comme la mer, ce sont des espaces de liberté extrêmement forts, eh bien ça doit poser quand même un certain nombre de questions, de communication, de pédagogie. Et c'est vrai que cette volonté d'aller vers la contrainte rapide me semble quand même un risque important pour de nombreuses destinations aujourd'hui. Et donc il y a en tout cas une nécessité peut-être de communiquer différemment, de trouver les bons messages. Je pense que le message autour de l'environnement n'est pas un message qui porte pour toutes les populations. On l'a vu, nous, au travers de certaines recherches. On s'imagine toujours qu'en disant aux gens on va protéger l'environnement, les gens vont tout de suite adhérer. En fait, non, pas du tout. Il faut trouver d'autres arguments, expliquer qu'il y a peut-être une autre forme de tourisme qui peut bénéficier à l'ensemble des parties prenantes, qui peut finalement naître de cette contrainte, ou en tout cas de cette urgence. Voilà. Donc ça, c'est tourner les choses de manière beaucoup plus positive que autour de messages, autour de contraintes ou de culpabilisation aussi qui ne fonctionnent pas. Le deuxième aspect qui me semble important aussi, c'est l'attachement au lieu qu'on peut avoir. Parce que quand on parle du Canigou pour les Catalans, effectivement, si on dit aux Catalans qu'ils n'ont plus accès au Canigou, sauf peut-être entre 6h et 8h du matin dans la semaine en hiver, forcément ça risque d'être limité. Je caricature, bien sûr que c'est pas la réalité. Mais je pense que ce lien au lieu est quand même quelque chose dont on doit tenir compte, parce que on est tous attachés à des lieux, et si du jour au lendemain on nous explique qu'on ne peut pas accéder à ces lieux, ou qu'il y a des contraintes extrêmement fortes, qu'on doit s'inscrire, j'imagine certains Marseillais à qui on a dit d'aller s'inscrire pour y accéder. Bon, alors on dit que tout le monde est content, mais je serais curieux d'avoir vraiment, moi qui fais pas mal d'études, une étude plus globale, plus exhaustive des réactions des gens par rapport à ces contraintes. Voilà. Et donc cette question finalement de l'attachement au lieu, du rapport que l'on a à tous les lieux, qu'on soit touriste ou résident, me semble quand même un élément supplémentaire à intégrer. En lien aussi avec quand même le surtourisme, il y a le rapport entre les résidents et les touristes. Les touristes sont vus maintenant de plus en plus comme des empêcheurs de tourner en rond. Il suffirait de discuter quelques minutes avec les résidents de la Grande Motte ici pour voir combien ils apprécient les touristes qui viennent entre le 14 juillet et le 15 août. Et voir combien ils aimeraient bien que ces touristes restent chez eux, parce qu'ils font du bruit, parce qu'ils génèrent des externalités, et ainsi de suite. Et donc, je dirais que par rapport à la logique même du tourisme, du management du tourisme, qui est quand même, en anglais on parle de hospitality management, donc il y a cette idée de l'hospitalité, de l'accueil, de recevoir chez soi un certain nombre de personnes. Et donc, à partir du moment où on met des contraintes, à partir du moment où on commence à parler de surtourisme ou du tourisme indésirable, sachant que ce n'est pas
ce ne sont pas tous les touristes qui sont indésirables, on voit bien que ce sont certains types de touristes qui sont indésirables, eh bien on rentre dans des pratiques parfois un petit peu détestables, ou en tout cas des propos qui peuvent l'être. Et donc ça va à l'encontre de la logique même de l'hospitalité touristique, qui est quand même un peu le cœur des métiers du tourisme. Voilà, c'est ce que ça évoque. Ça fait beaucoup de choses. Et puis, c'est vrai que l'ouverture qui nous a été donnée à l'international est aussi très, très intéressante dans la mesure où on n'est plus uniquement dans une ressource économique, mais le tourisme peut être aussi un instrument d'intégration sociale, d'adaptation à des conflits. Là, on est dans une dimension qui est quand même très impressionnante par rapport au niveau de la discussion qu'on avait jusque-là. Moi, je trouve que ça nous interpelle aussi. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez des réflexions? Le débat est lancé, on a fait notre petit tour de piste. Chacun peut maintenant, on peut parler des bonnes pratiques, on peut parler... Ou Pierre, tu voulais intervenir? Non, tu m'avais dit que j'intervenais, donc mais je peux attendre. Non, mais maintenant, la table ronde est libre. Chacun peut rajouter sa pierre à l'édifice. Je veux bien dire deux mots. Premièrement, je voudrais dire, il faut juste se dire qu'on n'est pas obligé de faire du tourisme sur un territoire. Il n'y a pas que ça dans la vie. Voilà, parce qu'on part toujours du principe, et ça fait 40, 50 ans, voire plus, qu'on imagine sur un territoire, surtout s'il est en difficulté, que sa seule façon de s'en sortir, c'est de faire du tourisme. Et quand on fait du tourisme, on se dit surtout que la seule façon que ça fonctionne, c'est de faire venir du monde. Donc le deuxième élément, c'est qu'on n'a qu'à nous en prendre qu'à nous-mêmes, parce que on a quand même surfé pendant 40 ou 50 ans. Plus on sera nombreux, plus il y aura de touristes sur un territoire, plus sera synonyme d'une grande destination touristique. Donc on a joué et on est en train de s'apercevoir qu'on n'a pas forcément bien joué. Mais en même temps, on est tous responsables, les touristes, les habitants, etc. Les étudiants qui sont là, qui me connaissent ça, je prends souvent cet exemple. Il est l'heure de déjeuner et le midi, on est en vacances. C'est l'heure de déjeuner, il y a 2 restaurants. Il y en a un où il y a toutes les voitures, il y en a un où il n'y a aucune voiture, dans lequel on va déjeuner, quoi. Voilà. Donc on va toujours dans une voiture, parce qu'on se dit, ça doit être bon s'il y a tout le monde. Voilà. Alors que, fatalement, comme je dis au restaurateur, soigne bien l'arrivée de ta première voiture, parce que dès que la première est là, elle attirera la seconde. Mais des fois, c'est parce qu'il est bon. Mais des fois, c'est le hasard. Donc ça, c'est ce point qui est le premier point qui est important. Ensuite, j'allais dire, en continuant sur ce raisonnement, on a, j'allais dire, et c'est tant mieux, on n'a pas le temps, mais tout le monde le connaît, on n'a pas le temps de développer, on a démocratisé le tourisme. Et ce que l'on a fait dans l'activité touristique, on a parfois oublié, on l'a traité comme un processus industriel, on a cru qu'on pouvait produire et puis ensuite le client gérerait le produit, sauf que pour que le client consomme le produit, il faut qu'il vienne. Voilà. Et comment lui expliquer, je vais prendre volontairement Florian, je vais être un peu provocateur, comment lui expliquer que c'était que le Canigou qu'il fallait qu'il vienne voir, mais il y va. Voilà, il y va. Et en plus, on a tout fait pour qu'il y aille. Et on était très contents de dire tout le monde va au Canigou, tout le monde va au Sierre de Gavarnie, tout le monde va au Mont-Saint-Michel, tout ça. Et tout le monde a surfé sur cette idée-là. Et d'ailleurs, les commerçants qui se plaignent parfois aujourd'hui ont vendu les produits plus chers, et puis etc. Et puis il y a eu de la spéculation foncière. Enfin, on s'est amusé avec. Voilà, on s'est amusé avec cette logique. Donc ça, mais en même temps, le temps aidant, on a désacralisé la destination touristique parce que tout le monde pouvait y aller et avec surtout une logique, tout le monde pouvait y aller quand il voulait. Et aujourd'hui, on a installé une forme de tourisme qui est je vais pratiquer le tourisme, je pars en vacances quand moi je décide. Et on oublie qu'il y a des ressources qui ne sont pas toujours disponibles de la même façon toute l'année. On oublie qu'il y a des habitants, on oublie qu'il y a des espaces qui sont plus ou moins restreints, etc. etc. Et donc, du coup, aujourd'hui, en réaction, les territoires, donc il y a des exemples, et là je le prends parce que je le prends souvent comme exemple, parce qu'à essayer de faire le Canigou, ce qu'il est en train de faire, c'est une vraie réussite. Le parc des Calanques, qu'on verra, il faut attendre, parce qu'effectivement, je pense que vous faites allusion à l'étude à chaud du CNRS qui a regardé, et les habitants ont dit, tiens, je retrouve ma Calanque d'il y a 30 ans, et les touristes ont dit, ben, c'est génial. Mais il faudra voir ce que ça donne dans la durée. Donc il y a des tentatives, mais aujourd'hui, on est plus en train d'imaginer une organisation, j'allais dire, en réaction à un problème, au lieu d'imaginer qu'on a généré un process et que c'est ce process-là qu'il faut modifier, c'est-à-dire qu'on a désacralisé les lieux, les destinations touristiques, il faut les resacraliser et la rareté est un élément de sacralisation. Mais ça veut dire qu'on va passer
d'une logique, moi je pense, et je fais le pari là, que si on veut s'en sortir, soit on va mettre quelques sparadraps et puis ça ira, soit on s'engage dans une idée que demain, un touriste n'ira plus là où il veut, quand il veut, mais quand le territoire est capable de l'accueillir. Et ça veut dire qu'à un moment donné, je vais effectivement m'inscrire, peu importe, et tout d'un coup, il va falloir que je transforme ce qui est une contrainte aujourd'hui, je ne peux pas y aller quand j'ai pas envie, en un désir d'aller vers cette destination. Et si on pousse le bouchon et la logique, et là, les gens du marketing sont hyper forts pour ça, ils vont être capables de mettre en désir le territoire, et dans l'absolu, plus je vais attendre, plus je vais le désirer, et plus je vais le désirer quand j'y serai, je vais modifier mon comportement de consommation, mais mon comportement tout court vis-à-vis de l'autre, parce que je vais me sentir un privilégié sur le territoire. Alors que, excusez-moi, aujourd'hui, je vais prendre juste exemple, quand on est un 14 juillet ou un 15 août à Gavarnie, on ne se sent pas vraiment un privilégié, quoi. On se dit vivement que j'en parte parce que ça ne peut plus fonctionner comme ça. Donc ça veut dire qu'on est en train de modifier, mais ça veut dire que, effectivement, je crois que le tourisme de demain ne se pratiquera pas selon les seuls désirs du touriste, mais selon aussi les possibilités du territoire. Mais ça veut dire qu'il y a de la pédagogie à faire, que ça veut dire qu'il y a de la pédagogie à faire. Alors là, on a notre rôle à jouer, mais je pense que beaucoup plus bas. Je pense que dès la maternelle ou l'école primaire, on doit apprendre ces approches-là. Et puis enfin, et j'en terminerai là, parce que j'ai d'autres choses à dire, mais ça veut dire qu'il faudra aussi distinguer. Je crois que là, alors je ne vais pas rentrer dans la sémantique surfréquentation, moi je pense que c'est des questions de saturation, mais pas forcément de surfréquentation. Et le problème de la saturation, c'est qu'on ne sature pas la même chose au même endroit et toujours de la même façon. Mais ça a été dit tout à l'heure, je veux dire, c'est une bataille d'enfants gâtés quand même, parce qu'avoir trop de monde quand on a développé une activité et se dire ça c'est un problème, mais non, c'est une opportunité. Simplement, ce qu'on ne sait pas faire, c'est qu'on n'a pas les méthodos, nous, encore suffisantes pour les traiter. Je rappelle qu'il y a 30 ans ou 40 ans, quand on a créé le brevet de technicien, je crois que comme ça s'appelait, le brevet, je ne sais pas quoi, au niveau de la 3e pour gérer des billettistes, c'était la première fois où on imaginait une formation en tourisme. On en était là en termes de méthodologie. Puis les BTS, puis les licences, puis les masters, puis les doctorats, etc. Au fur et à mesure que le système se complexifie, on réfléchit. Et la recherche en tourisme est toute jeune. Voilà. Donc il y a tous ces éléments-là. On a des problèmes à résoudre de méthode, mais je pense qu'on n'a pas des problèmes de surfréquentation. On a une chance d'avoir de la surfréquentation, à nous de trouver des solutions pour gérer ces flux et que ces flux deviennent, cette gestion des flux, aussi contraignante soit-elle, devienne un plus produit au lieu de devenir quelque chose qui va dévaloriser le produit. On a ce changement de paradigme à effectuer. C'est presque une inversion au marketing, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on se dit, mais qu'est-ce qu'attend le client? Et je vais essayer d'enfiler ce costume de ce qu'attend le client. Là, les territoires, les destinations peuvent se dire, qu'est-ce que j'ai à offrir? Quelles sont mes valeurs? Et avec la digitalisation du tourisme, on peut se dire qu'on va réussir à trouver le public qui correspond à ces valeurs-là. Donc c'est vraiment une inversion. Je pense que Gilles aura beaucoup de choses à nous dire sur ce sujet-là. Mais par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent, je vois que Florian a pris plein de notes. Donc on retourne sur le terrain. Non, mais par rapport à ce qu'évoquait Pierre, je dirais qu'il y a trois... En tout cas, nous, on a essayé d'actionner, de travailler, ou en tout cas de mettre en exergue 3 leviers. Le premier, c'est effectivement... la clé, elle était avant tout sur le rapport des gens au lieu, les habitants, les locaux. Et ça n'a pas été une question de touriste ou pas touriste, en fait. Ça a été une question de... Voilà. Et ce qui a été déterminant chez nous, c'est le fait, le moment où on a réussi à dépasser la minorité de blocage qui ne voulait pas de changement et qui faisait un bruit monstre, qui écrasait tout le reste. Quand la majorité silencieuse a réussi à s'exprimer, le combat a été gagné. Et ça, je pense que c'est... Enfin, on est en période de crise et on en aura d'autres, ça a été évoqué. Et je pense que cette notion-là, elle est aussi importante d'arriver à faire sauter les verrous de la peur simplement du changement, quoi. Le deuxième élément, effectivement, c'est une question autour du positionnement. Être à la hauteur de la promesse. Et en fait, ce qu'on s'était rendu compte, c'est qu'on était tombé dans une logique de... Enfin, l'accessibilité
à tout crin sur une montagne, comme celle du Canigou, et il y en a des tas d'autres partout ailleurs, en fait, comment dire, on n'était plus, la promesse, c'était plus à la hauteur, quoi. Il fallait faire venir des gens parce que les gens, visiblement, ceux qu'on ciblait, c'était un bassin de personnes qui étaient là en résidence l'été sur la plage, qui n'avaient pas beaucoup de temps, qui avaient déjà réservé leur hébergement, et donc il fallait qu'ils fassent ça la journée, il fallait que ce soit sensationnel, il fallait leur amener toute la logistique et les commodités pour qu'ils aient un shoot d'air pur dans leurs vacances littorales, et donc d'une certaine manière, on ne s'est pas positionné en disant qu'est-ce qu'on a à offrir et comment, d'une certaine manière, on change. Donc oui, on a changé la cible. C'est plus les mêmes clients, c'est plus les mêmes personas, les mêmes visiteurs, les mêmes personnes qui visitent le Canigou, mais c'est davantage en accord avec ce que le lieu peut proposer. Voilà, on ne peut pas proposer des services. Non, il n'y a pas de service de ramassage de déchets. Non, il n'y a pas des toilettes derrière chaque arbre. Les refuges, ils ont un fonctionnement particulier. C'est pas des self-service où on va trouver des distributeurs de snacks, de café, de machin. C'est pas ça. Donc il faut aussi pouvoir mettre en accord ça. Et le troisième aspect, nous, ça a été un levier assez déterminant. C'est effectivement montagne sacrée du Catalan. Ok, mais montagne sacrée, bon, est-ce que vraiment ce côté sacré, est-ce que il n'a pas été désacralisé justement? Et en fait, on a pris de la distance là-dessus, on a pris du recul. Et on a initié il y a 10 ans, donc c'était un peu en amont, mais la tendance, enfin la trajectoire, elle était déjà là sur cette volonté d'infléchir le modèle de développement du massif, etc. Et on est allé, peut-être en prétentieux ou en audacieux, j'en sais rien, on a lancé un réseau, le réseau des montagnes emblématiques de la Méditerranée, et on s'est retrouvé avec à ma droite le mont Olympe, à ma gauche l'Etna, et puis le mont Ida, et puis le mont la Serre de Tramontagne, je ne sais pas quoi, des montagnes emblématiques qui permettaient de remettre le Canigou au milieu au milieu du pays catalan, quoi, et de redire, oui d'accord, on est une montagne sacrée, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, et presque en prenant à prétexte nos voisins avec qui on coopérait dans le cadre de projets de coopération, Leader, puis Interreg-Med, puis Erasmus, etc. Et l'aventure aujourd'hui, elle fait que grossir, parce qu'on est aujourd'hui 18 montagnes emblématiques. Là, on s'est réunis à l'Olympe au printemps, on est 18 maintenant, et on a toutes ces mêmes problématiques. Ben, ça a permis aussi de remettre un peu de sacralité, un peu de grandeur, un peu de hauteur à la chose, parce que le Canigou était devenu un produit de consommation un peu, pas low cost, mais en tout cas, qui était tombé peut-être dans la facilité. Voilà. C'est juste pour dire les trois leviers, en tout cas, qui me semblent importants de mettre en exergue, qu'on a pu actionner. Celui de cibler et de travailler avec les locaux, parce que c'est eux qui font la puissance du lieu, qui en font qui le vivent au quotidien, et faire parler ceux qui n'osaient pas. Voilà. Le positionnement, être à la hauteur de la promesse, et puis prendre de la hauteur et de la distance en s'entourant et en coopérant à une échelle au-delà européenne, méditerranéenne. Oui, juste pour revenir, c'était deux réflexions. C'est-à-dire qu'en fait, là où on en est, et l'expérience que vient d'exprimer Florian, sur laquelle je souscris à 300%, ça me plaît bien, mais il y a deux écueils. Il y a la question à terme, je ne parle pas de l'exemple forcément du Canigou, mais il y aura la question de l'exclusion. C'est-à-dire que durable plus gestion des flux, ça fait vraiment pas bon ménage pour pas exclure. Voilà. Et plus on veut aller vers le durable, parce que si on veut préserver de la ressource, si on veut éviter les conflits d'usage, enfin, etc., c'est simple, je vends mon produit cher et je mets pas de monde et ça marche bien. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous les autres. Donc il y a un problème d'exclusion et d'exclusion économique sur lequel il faut faire attention. Et deuxièmement, il y a sans doute un changement aussi dans l'approche que l'on a du tourisme. C'est-à-dire qu'on a déployé le tourisme, en particulier en France, sur le principe de l'égalité.
tout le monde doit avoir accès au tourisme, on peut que s'en féliciter. Sauf qu'on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, le système de l'égalité, c'est que tout le monde part l'été au mois d'août sous le soleil, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, on ne sait plus faire. Voilà. Et ça veut dire qu'il va falloir qu'on invente, et là on est presque au degré zéro, sans doute de passer d'un tourisme égalitaire, c'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'il veut, quand il veut, comme ça, c'est un principe, un tourisme équitable. C'est-à-dire que être équitable, ça veut dire que normalement, chaque personne qui va au Canigou doit être dans les mêmes conditions. Sauf que le jour où j'y vais tout seul et le jour où j'y vais avec 3000 personnes, ce n'est pas équitable. Donc ça veut dire que dans la gestion des flux, il y a une notion d'équité et ensuite vont se poser peut-être des problèmes qui ne sont pas tout à fait solubles facilement entre partir au mois de novembre, excepté à la Grande Motte où il fait toujours beau, mais partir au mois de novembre quelque part, partir au mois d'août quelque part, c'est pas équitable non plus. Donc comment on organise tout ça et ne pas perdre de vue l'exclusion ou l'inclusion et l'équité au lieu de l'égalité? Oui, peut-être un petit aparté sur ce débat. C'est vrai que l'une des grandes critiques pour le marketing, justement, les logiques de positionnement, c'est que ce sont des pratiques assez discriminatoires. Et donc, à partir du moment où on commence à dire, eh bien, moi, je vais revoir mon expérience, ça va être destiné à des gens qui aiment la montagne et qui peuvent venir hors saison, qui peuvent être comme ceci, comme cela, qui peuvent aller chez l'habitant. Eh bien, forcément, c'est simplement une autre discrimination qui fait place à une discrimination précédente. Et donc, effectivement, il y a un risque, bien sûr, hein, on avait parlé un petit peu de démarketing, mais en fait, c'est simplement un autre type de marketing que l'on pratique qui peut valoriser et revaloriser effectivement certaines destinations qui avaient été dévalorisées parce que soumises à un tourisme de masse. On est à la Grande Motte ici, et à la Grande Motte, c'est typiquement le cas d'une destination qui a été quand même, qui a permis à des millions de personnes de partir en vacances pendant l'été. Et aujourd'hui, on veut faire de la premiumisation, on veut effectivement revaloriser la destination, toucher d'autres cibles. Et donc, indirectement, je dirais que la critique de départ donne lieu aujourd'hui à des pratiques qui peuvent aussi être critiquables, en tout cas sur un plan éthique. Donc il faut quand même être assez précautionneux sur ça. Ah oui, complètement. J'aimerais bien que Julia revienne sur les Interreg, et après Julie, tu voulais Cathy, vas-y. Oui, non, je voulais juste rajouter quelques chiffres à ce débat-là. En fait, ce qui est intéressant, c'est que 95% de la population mondiale vont dans 5% du territoire de la planète. Voilà. Donc il y a quand même un terrain de jeu assez intéressant pour développer des destinations en sous-tourisme. Et je pense que dans ce cadre-là, il est quand même intéressant, malgré tout, même si c'est des contraintes, de protéger les sites, parce que c'est finalement un outil de travail de beaucoup de populations. Je prendrai par exemple la plage de Maya Bay en Thaïlande, qui a été fermée au tourisme pendant 3 ans parce qu'elle était complètement détruite. Donc pendant ces 3 ans-là, il n'y a plus d'économie autour de ce tourisme-là. Et s'il y avait eu des quotas, finalement, peut-être qu'elle aurait été protégée, en fait. Donc c'est un des moyens aussi de protéger ces sites, ces quotas-là, ces sites très, très touristiques, on va dire, sachant qu'à côté, on peut développer du tourisme sur d'autres zones d'une autre façon. Donc on peut déployer les flux à la fois dans l'espace, mais aussi peut-être dans le temps. Malheureusement, le changement climatique fait qu'on peut avoir du soleil de juin à octobre maintenant. On n'est pas obligé de partir en août. Donc voilà, il y a ces deux choses, mais c'est aussi très chouette d'aller en Normandie au mois de novembre, parce qu'il y a cette ambiance qui est sympa. Donc, et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire à la fois sur cette gestion des flux avec des données qui permettent de la gérer. Et juste un autre petit détail, peut-être qui s'adresse à la délégation là, de Storem, ouais. C'est ça, Storem, voilà. Je voulais juste dire que les données satellites ont un intérêt majeur, c'est qu'on peut avoir ces données-là partout dans le monde de la même façon. Donc si jamais il y a besoin de données pour les bardades, je suis à votre disposition pour discuter plus tard.
Oui, Julia, pour revenir sur Interreg, puis après Julie, je sais que tu avais des choses sur les bonnes pratiques, mais quand même, juste avant, ça me rappelle une expression que j'ai entendue de la branche du tourisme du MEDEF, il y a des années de ça, ils disaient il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller en vacances, il y a des territoires qui ne sont pas attractifs pour les vacanciers, il n'y a qu'à envoyer les gens qui n'ont pas les moyens dans les territoires qui ne sont pas attractifs. C'est pas très compliqué au fond. Mais oui, au final, il s'agit dans beaucoup de cas d'essayer d'être créatif, mais on l'a dit tout à l'heure, d'être inventif. Je pense que là, le moment est venu pour vraiment se poser les questions de manière différente et faire plus de brassage aussi entre les disciplines. C'est pour ça, je pense que ces projets aussi, les projets européens, d'ailleurs, je viendrai aussi vous voir pour vous saluer, parce que c'est des projets qui permettent quand même, les fonds européens ont cet avantage, malgré la difficulté parfois à monter les projets, à gérer les fonds, ils ont quand même un avantage indéniable, c'est celui de mettre des personnes d'horizons différents autour de la même table. Et justement, je voulais prendre juste quelques minutes pour vous parler d'un exemple. Lorsqu'on parle de gestion des flux touristiques et données, on a mené un projet qui s'est conclu récemment, qui a vu la région Occitanie aussi comme partenaire avec Avitem, un projet Interreg Med, donc le même programme qui a permis de financer le projet emblématique des montagnes emblématiques. C'est un projet qui a réuni 6 sites pilotes autour du pourtour méditerranéen, enfin surtout de l'Europe méditerranéenne, qui ont testé des solutions basées sur la collecte et l'analyse de données en temps réel pour une meilleure gestion des flux touristiques. Donc c'est un projet qui a permis à des sites touristiques qui partageaient des problématiques communes de travailler ensemble et d'imaginer des solutions. Ça permet de gagner du temps, de faire cette mise en commun des compétences. Et donc, on a travaillé notamment avec l'Université de Florence, qui a un labo de recherche qui avait développé une plateforme open source que nous avons utilisée. Donc, ça a l'avantage aussi d'être une plateforme qui pourra rester active à l'avenir et qui peut être utilisée par des villes en Europe pour la gestion de leur programme de Smart City. Et on a eu l'expérience au Pont du Gard, qui était le site pilote français. Donc ici, je vous ai mis le QR code de la vidéo. Vous trouverez une playlist avec les vidéos de tous les sites pilotes du projet. Au Pont du Gard, par exemple, ce qui a été intéressant, c'est que le projet Eridata leur a permis d'installer un certain nombre d'outils de collecte de données et de mettre en commun leurs sources de données secondaires également. Et donc, avec cette analyse-là, ils ont réussi à avoir une meilleure connaissance des flux de leurs visiteurs au sein du site du Pont du Gard, qui est quand même un site très grand. Donc, c'est un exemple parmi d'autres de projets qui permettent de tester des solutions. Donc, pareil, je me rends disponible pour vous en dire plus. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour l'instant, mais c'est un exemple, à mon sens, réussi et intéressant. Des solutions, des bonnes pratiques, Julie? Effectivement, donc des bonnes pratiques. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut trouver des mesures un peu plus adaptatives, créatives, pour essayer de rétablir cet équilibre au niveau de la gestion des flux. En tout cas, de ce qu'il apparaît de la recherche, donc il y a 3 bonnes pratiques. Premièrement, déjà d'agir au niveau de la communication, peut-être investir sur une communication beaucoup plus transparente, parce que c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à une certaine standardisation, au contraire de l'information. On essaye d'édulcorer les destinations, ce qui entraîne par voie de conséquence aussi une standardisation des pratiques touristiques, et d'où aussi qui explique le pic touristique. Donc peut-être pour les destinations qui sont sous-fréquentées, de trouver un moyen de la communiquer, mais par exemple comme une alternative à une destination qui le serait beaucoup plus, c'est d'essayer de montrer sa destination mais comme étant désirable. Donc pour faire toutefois une comparaison avec une destination qui serait beaucoup plus visitée, il faut bien entendu qu'il y ait même au niveau de la saisonnalité, qu'il y ait les mêmes climats et les mêmes attractivités touristiques, mais en tout cas ça peut être une solution. Deuxième chose, ça va être d'agir sur la donnée. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui ont été initiés, en tout cas à titre expérimental. Là, je pense à des destinations qui essayent de récolter des données mobiles pour voir là où il y a la plus grande concentration de téléphones, pour ensuite adapter les heures d'ouverture.
Bon, ça serait pas très envisageable au niveau de la France, au niveau de la culture nationale, parce que c'est clairement pas désirable pour les usagers, parce que ça entraîne des coûts, notamment au niveau psychologique, une crainte pour ses données, sa sécurité, sa vie privée. Donc c'est clairement pas socialement acceptable, mais en tout cas, pour travailler à Open Tourism Lab, on a plusieurs startups qui proposent justement plusieurs solutions qui s'appuient sur ces technologies, notamment sur la donnée. Je pense à VisitMove, qui est une application qui s'appuie donc sur un algorithme qui va donc proposer, en fait, à partir de ce que renseigne l'usager pour aller d'un point A à un point B sur le territoire, il va lui proposer déjà toutes les offres de mobilité avec les heures sur lesquelles il peut prendre ses trajets et aussi les heures d'ouverture des attractions touristiques. Et ce qui est intéressant sur cette application, c'est qu'il est renseigné l'indice de congestion au niveau des attractions touristiques. Donc là, ça permet aux usagers de prendre des décisions plus intéressantes pour lui. Si l'attraction est déjà surinvestie, il va peut-être décider d'aller autre part. Et pareillement, au niveau de la mobilité, s'il voit qu'il y a trop de retard, prendre d'autres dispositions. Donc ça, c'est un moyen de mieux gérer aussi les flux et d'optimiser aussi l'expérience de l'usager. Et troisième bonne pratique, ça va être d'investir le tourisme créatif. Donc qu'est-ce que c'est le tourisme créatif ? C'est donc de créer et de recréer de la valeur, donc de recréer, de repenser finalement son attraction touristique, mais en s'appuyant sur de l'existant. Donc là, je pense à ce qui a été initié en île Maurice. Donc en fait, initialement, ils avaient un moulin de sucre qui était peu visité, et ils l'ont retransformé en un musée. Donc qui là, il reçoit beaucoup de public. D'ailleurs, donc ça permet de voir un peu toute la culture historique déjà de ce moulin. Et à la suite de ça, on propose aussi des dégustations. Donc ça permet aussi de tarifer des nouvelles attractions à partir d'un existant. Donc en tout cas, ça c'est un moyen de gérer le flux, mais à un niveau plus local, d'essayer de diversifier, de réinventer ces attractions touristiques. Merci. Oui, en fait, moi je vais être provocateur, mais c'est pas compliqué. Pour rendre désirables les destinations, il faut les Instagrammer. Non, vous n'avez rien à dire là-dessus? Laboratoire, les parcs, est-ce que Nathalie, tu aurais des choses à nous raconter? Alors moi j'aurais une solution qui serait, je pense, peut-être un peu trop radicale, mais qui répondrait sans doute à cette préoccupation que nous avons tous, c'est de réfléchir aux vacances scolaires et aux ponts, parce que quand même, ce qui pose un vrai problème, on a beau multiplier les solutions et que moi j'entends la communication, tout ça, mais c'est qu'à un moment donné, il y a une espèce d'injonction à ce que tout le monde parte pendant 2 mois. Les ponts, peut-être il faudrait des jours flottants où chacun les prendrait, peut-être un vendredi, un lundi, au mois de mai, au mois de juin, au mois de décembre, parce qu'ils préfèrent skier. Enfin, à la limite, déjà, ça permettrait d'éviter cette concentration et ce flux, parce que nous, sur les parcs, on se rend compte qu'on n'a pas de problème quasiment 80% de l'année. Le problème, c'est soit les ponts de mai. On a vraiment un gros problème sur les ponts, parce qu'il y a, alors là c'est un tourisme de proximité, c'est plus du loisir, Enfin, là je parle du Haut-Languedoc, mais on a les Toulousains, les Montpelliérains qui viennent donc pour pratiquer des sports de nature, et c'est là où on implose un peu. Et après, pendant les vacances scolaires aussi, parce que tout le monde vient, mais parce que les gens sont contraints. À la limite, peut-être qu'ils préféreraient aller au mois de juin. Donc j'ai envie de dire que la solution, c'est peut-être aussi un changement de société. Parce que même quand on n'a plus d'enfants à charge et qu'on n'est plus contraint par les vacances scolaires, les entreprises... prendre des vacances au mois de juin pour une entreprise alors que l'activité bat son plein, c'est compliqué. Donc même la personne qui n'a pas d'enfants, elle va prendre ses congés en juillet-août parce que quelque part, ça met moins en péril son activité. Donc je pense aussi, alors c'est sans doute utopique, mais c'est vrai que les parcs, on porte souvent des idées un peu utopiques, mais on se dit que c'est aussi plus, ça serait plus durable et plus intéressant de réfléchir à trouver des solutions. Pas un peu pansement, là j'ai entendu, parce que c'est vrai que je le reconnais, c'est un peu pansement, mettre un panneau à l'entrée d'un site pour dire faire attention. J'aurais même envie de voir une analyse comportementale pour voir qui le lit et qui l'imprime, quoi. Mais voilà, donc il faudrait peut-être oser, alors peut-être que demain les jeunes qui sont là oseront plus que nous, mais en tous les cas c'est sans doute une piste. Je pense qu'ils osent déjà plus que nous. Pierre? Oui, deux remarques. Une pour répondre, je n'avais pas pris, mais pour répondre à ce qui vient d'être dit, on a tout un travail à faire. Je ne suis pas un spécialiste de ça, mais le problème, est un marqueur social. C'est dis-moi où tu prends tes vacances et je te dirai
qui tue. Alors moi, je veux bien qu'on développe plein de destinations à l'image de ce qu'a imaginé le MEDEF, qui j'imagine, est compétent en tourisme, mais ça va sans dire. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, suivant, je vais pas le faire ici, mais suivant où je dis que j'ai pris mes vacances, je me positionne socialement, premièrement. Deuxièmement, on peut tourner le problème dans tous les sens, mais ce qui fait qu'on est un touriste et avec une posture sociale et sociétale à son retour de vacances, ça reste encore le bronzage. Et jusqu'à preuve du contraire, au mois de novembre, il ne faut pas se tromper de destination, ça existe. Mais c'est une invention des pays du Nord, le tourisme. Il ne faut pas se tromper non plus, qu'il faut pas se tromper non plus. Par contre, je pense qu'on a une façon de gérer les flux aussi. Le tourisme, il est dans un écosystème, dans un territoire, et que par moment, pour régler la question des flux touristiques, c'est aussi de diminuer la place du tourisme sur un territoire et de faire monter les autres secteurs d'activité, que peuvent être l'agriculture, l'artisanat et l'industrie. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos tout à l'heure en disant, mais il n'y a pas mort d'homme quand on ne fait pas du tourisme sur un territoire. Hein, on peut s'en sortir sans, mais on peut s'en sortir avec moins. Et une des difficultés dans les sites surfréquentés, là je parle sous couvert de ceux qui gèrent ce type-là, le problème dans les sites surfréquentés, c'est qu'à un moment donné, il va falloir trouver, je crois que tu l'as dit aussi tout à l'heure, il faut trouver la phase de transition parce qu'un commerçant, un acteur du tourisme qui gagne sa vie, même si c'est un peu brinque-ballant, si vous me permettez cette expression, parce que voilà, il faut beaucoup de touristes, il faut aller vite, enfin on ne gagne pas beaucoup de sous, etc. Tout ça est fragile, mais il n'empêche que si à un moment donné on lui dit on va te réguler les flux et il y aura moins de touristes, il va dire mais moi je vais être contre parce que moi je vais moins gagner ma vie, sauf si on le déploie, et dans certains territoires, je connais un peu plus les territoires de montagne, si on déploie et si on donne un statut à la pluriactivité et que demain je peux avoir des revenus qui viennent de plusieurs sources. Et là, c'est beaucoup plus facile de gérer les flux. Donc, si je caricature un peu, si tu veux gérer tes flux en tourisme, développe l'agriculture. Voilà. Et après, on en reparle. Mais si on fait du tout tourisme, on aura des pansements qui seront de plus en plus gros, ça finira à la prothèse, mais ça ne réglera pas le problème. Voilà. Donc, on a cet enjeu-là. Le tourisme n'est pas tout seul sur le territoire. Oui, juste un petit aparté aussi. C'est vrai que la question qui se pose, c'est comment développer des modèles d'affaires soutenables. C'est-à-dire qui parviennent effectivement à satisfaire tous ces objectifs écologiques, sociaux et économiques. Et pour l'instant, c'est un grand point d'interrogation. On n'a pas trouvé encore la clé. La performance des organisations touristiques ou des destinations sont principalement mesurées à partir d'indicateurs économiques. Et donc, comment on intègre de l'écologique, du social aussi dans la mesure de la performance et comment on crée aussi de nouveaux modèles qui permettent à chacun, à toutes les parties prenantes, d'en tirer un avantage. Et pour l'instant, on n'a pas encore la solution. Alors peut-être qu'on va l'avoir grâce aux données, peut-être qu'on va avoir des solutions miracles, mais pour l'instant, on les cherche. Hein. Oui, juste, je donne la parole à Julien, mais on travaille justement sur la santé économique des entreprises et on s'aperçoit bien que la santé économique des entreprises, elle n'est pas liée à la fréquentation. Il y a des lieux qui ne sont pas hyper fréquentés, où les entreprises sont bien implantées, sont solides, résistent très très longtemps, alors qu'il y a un turnover énorme là où il y a surfréquentation. Oui, et ce que vous dites me fait penser, je pense, à ce qui se passe en ce moment sur le discours qui est autour de la sobriété. On en parlait tout à l'heure avant de venir sur scène. Aujourd'hui, donc, on voit que la crise économique et la crise climatique sont là. Donc, on a des discours au plus haut niveau de l'État, de l'Europe, sur la nécessité d'une sobriété énergétique, qui est donc cette nécessité liée au coût de l'énergie. Aujourd'hui, donc, les personnes commencent à se convaincre de la nécessité d'épargner de l'énergie pour épargner de l'argent. Donc, nous, ça fait des années qu'on en parle pour des questions plus liées à la protection de l'environnement et à la protection de l'humain de son extinction imminente, si on continue comme ça. Aujourd'hui, on l'avait dit la semaine dernière, pareil, on est face au mur. C'est une image que j'avais beaucoup aimée. Donc peut-être la solution pourrait être, et c'est un peu lié aussi au cerveau et à la manière dont le cerveau perçoit le risque. Donc appuyons-nous, soyons créatifs, appuyons-nous sur ce qui marche pour notre cerveau. Notre cerveau perçoit un risque imminent lié à la facture d'électricité qui a tripliqué, quadrupliqué et plus.
Appuyons-nous sur cette perception-là. Je pense que les personnes, aujourd'hui les générations les plus jeunes, probablement vous étudiants dans la salle, vous êtes certainement beaucoup plus concernés par la crise climatique. Vous êtes peut-être éco-anxieux, moi personnellement je le suis. Je pense qu'aujourd'hui l'éco-anxiété est liée aussi au fait que nous commençons à voir le mur s'approcher de nous et peut-être de nos petits-enfants. Et voilà, donc on commence à voir le risque. Donc je pense que, pareil, l'intérêt de s'entourer de spécialistes d'autres disciplines, y compris celles du comportement et du cerveau, peut nous aider à nous appuyer sur des leviers qui ne sont peut-être pas les leviers auxquels on avait pensé au début, mais si ça marche, ben écoutez, pourquoi pas en fait. J'aimerais bien, comme le temps est presque terminé, qu'on prenne quelques questions dans la salle, si vous avez des questions, et puis ce sera l'occasion de faire une petite conclusion. Ouais, c'est parce que tu as parlé de l'extinction de l'espèce humaine. Finir sur une note positive. C'est pour ça que cette notion de rêve, il faut la réinventer, la réécrire, la redessiner. Par contre, j'ai fait l'expérience. Je suis posé au pied de la cheminée pendant une journée. On faisait un chantier participatif à cet endroit-là. Il y a 5 ans, les gens qui montaient au sommet, bon, il y avait un brouhaha, un bruit de fond. Vous mettez maintenant, vous restez 2 heures à juste écouter la rumeur des gens, le bruit des gens qui arrivent au sommet. Je peux vous dire que la satisfaction et le message qui se duplique derrière sur les réseaux sociaux, etc., c'est puissance 1000 en termes d'énergie positive qui est déployée et qui est, je pense aussi, qui incite les gens à revivre cette expérience ou à se confronter aux défis que ça va représenter en fait. Alors qu'avant, il y a une sorte de banalisation et de facilité. Alors effectivement, ça fait peut-être de prime abord, ça fait peut-être un peu moins rêvé, ou ça paraît un peu moins facile, et la sueur et la douleur, c'est pas forcément les meilleurs vecteurs pour ça. Mais par contre, l'apogée de l'événement quand ils arrivent au sommet, c'est un truc de dingue, quoi. Et aujourd'hui, on n'a plus trop à gérer de problèmes pratiques. On n'a plus à gérer que de l'émotion positive, quasiment, quoi. Quand on dit que notre logiciel doit changer, jusqu'à présent, pour nos générations, le progrès, c'est d'avoir des légumes ou des fruits dans toute saison. Il faut retrouver un sens particulier de notre place sur cette planète. Il y a des moments où il n'y a pas tel fruit ou tel légume. Et puis il y a des moments, comme tu disais tout à l'heure, on ne peut pas aller voyager dans certaines destinations. D'autres questions? On vous a assommé à ce point-là. Donc du coup, Pierre, tu voulais... Ah si. Alors, bonjour. Donc, moi, je suis enseignante à l'Institut Limérac, donc, dont on vient d'avoir un partenariat. J'étais très touchée par la dimension internationale qui s'est présentée. Et je me pose quand même une question sur le transport et le tourisme. C'est-à-dire que là, on a parlé de sites français proches méditerranéens, mais on n'a pas évoqué le fait de la culpabilisation dont on parlait, et la perception du risque m'inquiète un peu. Hein, on parle de perception du risque, ok, ça marche, donc on fait peur à tout le monde. On fait peur à tout le monde, plus personne prend l'avion, c'est très bien parce qu'il ne faut pas de CO2. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces populations vers qui on ne peut plus aller? Parce que comme il y aurait une diminution de la fréquentation aérienne des touristes, puisqu'on les culpabilise qu'il ne faut pas créer de CO2, et nous, Européens, on se contente de notre pays tempéré et joli à visiter, et les autres, on en fait quoi si on ne va plus les voir?
Parce qu'on ne peut plus aller les voir si l'avion coûte trop cher. C'est compliqué. Ce sont des problématiques qu'on n'a pas abordées du tout et qui sont très paradoxales. On ne pouvait pas tout aborder dans cette table ronde, mais c'est le sujet même des convergences de cette année, c'est-à-dire comment on se projette dans des nouveaux modèles économiques autour de l'activité touristique. Il y aura des plénières dans le cadre des convergences demain et après-demain sur ces sujets-là, justement, pour essayer de voir est-ce qu'on va remplacer le tourisme international par du tourisme de proximité. Je fais un teasing, moi je présenterai une plénière sur les chiffres du tourisme. On va évoquer ces questions-là aussi. Comment on se positionne par rapport à cette question-là, typiquement? Oui, juste en réponse à la remarque, peut-être que j'ai mal exprimé les propos. En fait, l'idée, c'est pas de faire peur aux gens ou de les culpabiliser. Je pense que l'idée, mais c'est un argument qui est tout à fait légitime parce que c'est vrai qu'on peut tomber dans ce risque-là. Je pense que l'idée, c'est au contraire de s'appuyer sur des leviers. Donc, dire par exemple, ça va être moins cher pour toi à terme aujourd'hui couper, baisser la température, donc toujours rester dans quelque chose de positif évidemment. Pour ce qui concerne le voyage en avion, il y a un sujet effectivement sur la démocratisation, faire en sorte que le voyage reste une activité accessible à tout le monde. Je pense que là aussi il y a un sujet à creuser sur ne pas non plus interdire l'avion. Je crois qu'il y a des pratiques là-dessus qui se font. Aller encourager les personnes peut-être à rechercher des expériences similaires à celles qu'ils recherchent en voyageant très loin, peut-être plus proche de chez eux, ou enfin essayons de trouver des solutions dans ce sens-là. Mais oui. Et il y a peut-être aussi un sujet, là on est plein de jeunes étudiants, enfin, sans m'intégrer dedans, sur la mobilité de la jeunesse, qui apporte une vraie ouverture d'esprit. Alors c'est vrai qu'autrefois on disait qu'on voyageait par la lecture. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit d'accord aujourd'hui avec ce propos. Mais voyager, c'est beaucoup plus que voyager, c'est l'ouverture culturelle, c'est l'acceptation de la différence. Et ce sont des valeurs qui sont quand même très importantes dans un environnement de plus en plus conflictuel tout de même. Si je peux juste répondre là-dessus, en fait, c'est très important à la fois pour le partage des cultures et puis l'acceptation de l'autre, etc., de continuer à voyager. On travaille beaucoup, nous aussi, sur cette empreinte carbone de l'avion. Donc, il peut y avoir des solutions sur, OK, on voyage loin, mais voyageons plus longtemps. Et si on voyage plus longtemps, pourquoi pas faire du télétravail pendant 6 mois à l'étranger. Et on est vraiment au sein de la population, on la côtoie, les populations locales, etc. Donc il y a aussi, réinventons un peu notre façon de voyager, c'est-à-dire qu'aller une semaine consommer rapidement au Qatar et revenir en avion, bon, ça n'a peut-être pas d'intérêt. Par contre, y aller pour rencontrer des populations locales, comprendre la culture de ces populations-là et à essayer de consommer local, ça, je pense qu'il faut vraiment le garder parce que ça fait partie de notre ADN. Je suis désolé de couper. Un dernier mot, oui, Pierre. Oui, juste pour répondre, parce que vous avez quand même posé une question, de dire qu'est-ce qu'on fait des populations à qui... voilà. Donc ça me paraît être une question importante qui ça mériterait des développements, mais d'abord, ne nous trompons pas, on a déployé l'activité, le voyage et le tourisme lointain pour nous, pas pour eux. Oui. Et on a dit que ça allait les aider à se développer. Et moi, je passe mon temps à expliquer que quand on arrive avec une activité touristique de manière trop prématurée sur un territoire, c'est-à-dire lorsque les conditions de survie ne sont pas réglées, on les met en danger. Et effectivement, comme on sait que le touriste doit se rendre sur le lieu de production, eh bien aujourd'hui, il s'y rendra moins. Donc l'urgence que l'on a, c'est pas d'aider ces pays à développer je ne sais pas quelle forme de tourisme, c'est d'aider ces pays à se déployer avec autre chose que l'activité touristique. Et à partir de ce moment-là, on pourra envisager d'aller les rencontrer de temps en temps. Moi, je suis plus favorable aux quotas, j'allais dire, parce que la planète, elle ne raisonne pas en disant je voyage longtemps ou je voyage pas longtemps. Elle fonctionne, elle compte, et à un moment donné, on a trop d'émissions de gaz ou pas assez. Voilà. Donc, moi, je propose qu'on responsabilise chaque touriste
ben vous avez un quota à dépenser parce que la planète est capable de supporter, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et ça, c'est le point. Et ensuite, dernier point, je m'arrête, ça t'introduit là, ce que tu diras demain. Ça interroge sur la question du tourisme de proximité, parce que le tourisme de proximité, sans doute, c'est une réponse à un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués aujourd'hui. Par contre, moi, je pose un point d'interrogation en matière de développement territorial. Je ne sais pas ce que le tourisme de proximité apportera durablement sur les territoires. Voilà, c'est une question, hein, ce n'est pas une réponse. Et peut-être que demain, il y aura des éléments de réponse. Sans doute, on était certain qu'on n'épuiserait pas le sujet hein, dans toutes ses composantes, parce que le sujet de la table ronde était très très vaste. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé à la table ronde. On a essayé de balayer toutes les problématiques. On s'est promené dans le monde entier. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses à en dire. On reste à votre disposition si vous voulez en discuter. Mais le timing étant très serré de ces journées, il est 16h03. Je vous propose de terminer cette table ronde en vous remerciant encore une fois. Et merci à vous.